Faut-il changer de système économique pour respecter l'accord de Paris et rester sous les 2 degrés? Alors, d'après moi, oui. Euh, alors, les accords de Paris, effectivement, donc c'est rester sous les 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, ou sous les plus 1,5 degrés. Il y a une ambiguïté d'ailleurs dans le texte. Euh, oui, ça demande un effort massif. Globalement, ça demande de sortir des énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est 80% du mix énergétique mondial. Il faut faire ça en une génération. Donc clairement, ça va pas être avec des petites mesurettes qu'on va y arriver. Ça va être avec un changement que moi je qualifie de systémique. On a une vraie transition, une vraie transformation à faire. Pour moi, c'est difficilement compatible avec le système actuel, avec la variante actuelle du capitalisme, qui est le néolibéralisme. Clairement, qui ne fixe pas de direction privilégiée à l'économie. Là, on veut en fixer une, donc en soi, c'est assez antinomique, je pense qu'on y reviendra. Et puis, si on envisage même d'aller sur pas simplement sur de la transition technologique, mais sur de la décroissance, là aussi, on y reviendra, je pense que ça nous amène même sur une rupture avec le capitalisme en tant que tel, et pas juste avec sa variante actuelle. Voilà. C'est ce que tu défends notamment dans ton dernier livre, Il est urgent de ralentir. Oui. Cette nécessité de coupler transition et décroissance. Donc, on va revenir sur ces 2 notions. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elles sont toutes les 2 nécessaires, absolument nécessaires? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre système économique et politique pour les mettre en place? On va commencer par la transition. D'abord, qu'est-ce que toi, tu appelles la transition? Moi, ce que j'appelle la transition, c'est la partie technologique, on va dire, de l'affaire. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, pour réduire les émissions de CO2 ou du gaz à effet de serre en général, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux soit réduire les volumes que tu consommes et que tu produis, donc ça, c'est la partie décroissance, soit faire en sorte, à usage constant, à usage donné, d'avoir besoin de moins d'énergie, donc ça, c'est plutôt de l'efficacité énergétique, donc ça, c'est du progrès technique, soit tu peux décarboner l'énergie que tu utilises. Quand tu es donné d'énergie, tu peux essayer de la décarboner. Et donc ça, donc l'efficacité et la décarbonation, donc les 2 derniers leviers, ça pour moi c'est ça que j'appelle la transition au sens classique du terme. Et souvent les scénarios de transition qu'on voit habituellement passer, ils se cantonnent un peu à ça, où il peut y avoir de la sobriété ponctuelle, mais c'est jamais de la décroissance globale. Donc voilà, moi c'est ça que j'appelle transition, et la décroissance, donc c'est le premier levier, c'est la réduction des volumes produits et consommés. Et je trouve ça intéressant de séparer conceptuellement les deux, parce que pour moi c'est pas du tout les mêmes implications et les mêmes démarches. Mais ma thèse étant qu'il faut faire les deux à fond. Donc, transition, c'est surtout baisser l'intensité énergétique de nos activités Oui. et l'intensité de carboner, enfin la décarboner la production d'énergie. Exactement. Et est-ce que tu penses que c'est faisable dans le cadre de notre système économique actuel? Alors, il y a une première difficulté, effectivement. Rien que pour la transition en tant que telle, je pense que le système n'est pas adapté. Alors, on peut faire des choses, parce qu'on assiste aujourd'hui à un début de transition, donc c'est bien qu'il y a des choses qui sont quand même faisables dans le cadre du système actuel, il ne faut pas non plus dire l'inverse. Déjà, peut-être préciser un petit peu, en gros, le type de mesure qu'on entend par transition, sans être exhaustif, mais juste pour illustrer un peu. Donc, quand on dit baisser l'intensité énergétique, donc là, on parle d'efficacité énergétique, donc quelques exemples, tu vois, dans le domaine du logement, c'est tu fais la rénovation thermique des bâtiments, qui te permet d'avoir un même niveau de confort en ayant besoin de moins d'énergie pour te chauffer. Ça, typiquement, c'est de l'efficacité. Ou dans le domaine des transports, tu as des véhicules plus efficaces, par exemple, tu as des moteurs d'avion plus efficaces ou des voitures plus efficaces, ce qui fait que pour faire un certain nombre de kilomètres dans ta voiture, tu as besoin de moins d'énergie. Ça, c'est de l'efficacité, donc par la technique, tu as de la marge en fait là-dessus, tu peux faire plein de choses. Après, tu as la décarbonation de l'énergie que tu utilises, ce qui est du coup encore autre chose. Et là, tu as plusieurs grands axes. Tu as l'électrification, donc partout où on peut électrifier, c'est super, parce que l'électricité, on peut la produire de manière bas carbone. Alors aujourd'hui, c'est majoritairement pas le cas dans le monde. Tu as encore les 2/3 de l'énergie de l'électricité qui est carbonée. Mais en France, notre électricité, elle est très carbonée. Et dans le monde, ça évolue dans le bon sens. Donc électrifier, tout ce qu'on peut électrifier, transport, chauffage, industrie. Mais tu peux pas tout le temps électrifier. Et donc des fois, c'est bien aussi d'avoir recours à un autre moyen de décarboner qui est la biomasse. Mais t'as pas des gisements infinis. Donc là aussi, tu peux pas faire ce que tu veux, on y reviendra. Et ensuite, tu as un troisième, avec l'électricité et la biomasse, tu as aussi la chaleur renouvelable, dont on parle moins, mais tu vois, la géothermie, par exemple. Voilà. Donc, électricité, biomasse, chaleur renouvelable, ça, c'est tes moyens de décarboner ton énergie. Et à côté de ça, tu essayes d'en consommer moins à usage constant. Ça, c'est l'efficacité. Voilà. Donc ça, c'est pour dire un peu ce qu'on entend par transition d'un point de vue technique. Par exemple, consommer moins d'énergie à usage constant, c'est par exemple la rénovation thermique des bâtiments. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, rien que ça, donc ça c'est déjà un énorme pan du sujet.
Moi, je pense qu'il faut faire ça à fond, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais après défendre la décroissance que je dis, comme disent certains décroissants, que la technologie ne sert à rien, voire est contre-productive. Moi, je pense pas du tout ça. Je pense que la technologie, et donc la transition technologique, est très utile. Je pense simplement qu'elle peut pas tout. Je le développerai après. Mais déjà, rien que faire ce truc-là, qui est un gros morceau du sujet, en fait, ça implique déjà une certaine forme de rupture. C'est-à-dire que, en fait, ça demande quoi ? Ça demande des investissements. Souvent, ces investissements, ils sont pas rentables, ou alors à long terme. Tu vois, refaire tout un... étendre un réseau électrique, refaire un réseau de transport, rénover thermiquement les bâtiments, ça demande beaucoup d'argent, et souvent, c'est pas rentable, ou pas tout de suite. Et donc, comme il faut quand même le faire, ça veut dire que c'est au public de prendre ça en charge. Ça veut dire qu'il faut des sous. Ça veut dire que si tu es simultanément dans le dogme de l'équilibre budgétaire à tout prix, et que tu penses que le problème ultime, c'est la dette, d'après moi et d'après de très nombreux économistes, c'est en fait un faux problème, en tout cas très largement gérable dans le contexte actuel. Si tu es dans ce dogme-là de l'équilibre et de l'austérité budgétaire, c'est incompatible avec le fait de faire des investissements massifs. Et on le voit en ce moment, dans les discussions sur le budget, y a un certain nombre d'aides pour la transition qui vont sauter. Subventions aux véhicules électriques, subventions à la rénovation thermique des bâtiments, subventions à la chaleur renouvelable. C'est des trucs indispensables qui sont en train de sauter. Pourquoi ? Parce que on considère qu'il faut faire à tout prix de l'équilibre budgétaire, qui est une caractéristique principale du néolibéralisme. Tu vois. Donc ça, c'est incompatible. Autre incompatibilité, le néolibéralisme, donc le système actuel, il considère qu'il faut le moins possible contraindre les entreprises. Il faut le moins possible les réguler. Mais la transition, c'est justement mettre en place des normes et des régulations pour faire en sorte que les productions soient les moins carbonées possibles. Donc c'est antinomique. Et puis, dernier aspect, je vais pas être exhaustif forcément, mais... Là, tu peux. Hein. Ok, alors je vais être exhaustif. Non, autre aspect, il y a quand même une grosse partie de la question aussi qui est de relocaliser. Tu vois, on parle beaucoup de, il faudra des circuits courts, etc. Mais ça, en fait, c'est assez systémique comme sujet. Pourquoi on a perdu notre industrie ? On a perdu une bonne partie de notre industrie. Tu vois, en 40 ans, la part de l'industrie dans le PIB a été globalement divisée par 2. Et donc, ça a été délocalisé beaucoup en Asie, en Europe de l'Est, au Maghreb, etc. Pourquoi ? Pourquoi ça s'est fait comme ça ? Simplement parce que les normes sociales, environnementales, fiscales sont moins disantes ailleurs. Et donc, dans un contexte où tu laisses le capital libre de circuler et ensuite les marchandises libres de circuler, ce qui est optimal quand tu es dirigeant d'une entreprise capitaliste, et c'est pas un jugement moral, c'est-à-dire je serai à leur place, je ferais peut-être pareil, tu vois, c'est de dire, tiens, je vais aller investir mon capital là où je peux produire à bas prix, et ensuite je vais revendre là où les gens ont de l'argent pour consommer. Et je peux faire ça parce que le capital et les marchandises peuvent circuler. Si tu veux inverser ce mouvement, on parle d'un changement systémique en fait. Le néolibéralisme, son ADN, c'est le libre-échange, donc c'est ce fonctionnement-là. Si tu veux faire autre chose, ça veut dire qu'il faut remettre une régulation aux frontières des flux de capitaux et des flux de marchandises, ce qui ne veut pas du tout dire l'autarcie, je le précise tout de suite, parce que, tu vois, pendant la période des 30 Glorieuses, donc après la Deuxième Guerre mondiale, ça fonctionnait comme ça, tu vois, il y avait des régulations comme ça aux frontières, et il y avait du commerce international pour autant. Si tu mets des barrières comme ça, douanières et sur les flux financiers aux frontières, ça te permet de protéger ton économie sur des critères socio-écologiques, tu vois. Là, on parle pas d'un protectionnisme agressif et d'une guerre commerciale à Trump, parce qu'il y a protectionnisme et protectionnisme. Protectionnisme, écologique et social. Et simultanément, si tu réautorises l'État à intervenir de manière volontariste dans l'économie, ce que le néolibéralisme n'aime pas trop, parce que c'est au marché spontanément de décider de la direction à suivre, si tu dis non, nous la direction c'est la transition bas carbone, là tu vas construire ou reconstruire des filières industrielles avec une politique industrielle de soutien, et là oui, tu peux reconstruire une industrie. Il y a des pays qui l'ont fait, hein. La Corée du Sud, dans les années 60, je crois, était à peu près au niveau de développement industriel du Mozambique. Et en fait, par une politique comme ça très volontariste et très protectionniste, ils ont construit une industrie qui aujourd'hui est une des plus performantes du monde. Donc on pourrait très bien faire ce genre de démarche-là, dans notre contexte à nous, en l'accent sur la transition bas carbone. Voilà. Mais on sent que ça implique un niveau de dirigisme et de volontarisme qui n'est pas l'ADN du néolibéralisme. Voilà. Et donc le néolibéralisme a été implémenté en France via l'Union européenne. Est-ce que tu penses que l'Union européenne peut changer de braquet, c'est-à-dire abandonner une partie de ses dogmes en matière de libre-échange ou de non-interventionnisme des États dans l'économie? Ou est-ce que tu penses que l'Union européenne ne changera jamais et que c'est à nous, à la France, d'imposer, de changer les règles pour elle en tout cas?
Alors, ouais, vaste question. Alors, effectivement, l'Union européenne, c'est central dans cette affaire. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne, elle a un peu un double visage sur la question écologique. Parce que elle est quand même assez en pointe sur un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de réglementations qui viennent du niveau européen. Tu vois, l'interdiction des véhicules thermiques en 2035, ça c'est bien, c'est le niveau européen, donc faut le reconnaître aussi. Mais par contre, ce qu'on connaît souvent un peu moins, je trouve, dans les milieux écolos, on va dire, c'est le fait que c'est aussi un carcan, en fait, l'Union européenne, pour les États membres. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, dans ses traités, a en fait ancré dans le marbre le néolibéralisme. Ce qui est un truc quasiment unique dans l'histoire, en fait. C'est que normalement, tu vois, dans une constitution, tu as des grands principes sur les institutions, mais on ne t'inscrit pas dans le marbre une politique économique. Tu vois, la 5e République, elle dit pas il faut faire du keynésianisme ou du néolibéralisme ou du marxisme, en fait. Voilà. Mais au niveau européen, dans les textes, il est écrit noir sur blanc, le libre-échange, la libre circulation des capitaux, l'interdiction d'avoir des monopoles publics, donc il faut qu'il y ait la concurrence partout, on n'en a pas parlé, mais très important aussi, l'austérité budgétaire, à la fois avec la règle des fameux 3% de déficit, 60% de dette, etc. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'obligation d'emprunter sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'avant, tu avais d'autres moyens. Tu pouvais solliciter directement l'épargne nationale via ce qu'on appelle le circuit court du Trésor, qui ne passait pas par les marchés. Tu pouvais aussi avoir une création monétaire directement de la Banque de France vers le Trésor public. Donc ça veut pas dire qu'on n'avait pas recours au marché, tu vois, mais il y avait plusieurs sources de financement, on était moins dépendant des marchés et donc moins dépendant de leur volonté. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui totalement dépendant des marchés financiers. Ça peut se présenter comme une évidence et comme une loi de la nature incontournable. Ça ne l'est pas, en fait, c'est vraiment parce que c'est ancré dans les traités européens. Donc voilà, juste pour bien faire sentir à quel point les traités européens, c'est vraiment un carcan. Donc la question, c'est à quel point on peut changer ça ou s'extraire de ça. Changer les traités européens, le problème, c'est que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il faut l'unanimité des États membres. Et en fait, tu n'auras jamais l'unanimité des États membres parce que les intérêts sont divergents. Imagine, tu dis, bah ouais, on va remettre en place un contrôle des mouvements de capitaux. Bah, en fait, dans l'Union européenne, tu as des paradis fiscaux. Malte, Chypre, l'Irlande, le Luxembourg, eux, ils voudront jamais. Imagine, tu dis, on va faire du protectionnisme. L'Allemagne, elle, alors là, elle est moins en forme depuis quelques temps, mais de base, c'est une grande puissance exportatrice. Elle n'a pas intérêt au protectionnisme, alors que nous, on y a intérêt. Et en fait, c'est juste des États qui ont des intérêts nationaux différents. Et comme tu n'as pas un peuple européen, tu n'as pas un débat public européen, tu n'as pas une démocratie européenne, tu vois, la Commission européenne, elle est non élue. Tu as un Parlement qui est élu, mais qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Le Parlement européen, justement, il ne peut pas changer les traités. Donc, il est complètement victime prisonnier de ce cadre-là. Donc, du coup, tu vois, voilà, c'est... Parce que c'est la partie difficile de ton livre, mais c'est la partie difficile à admettre pour tous les écolos, je trouve, c'est de se dire, OK, il y a urgence, et en même temps, changer le cadre institutionnel paraît une tâche politique historique, hyper difficile à mettre en œuvre. Ouais. De changer de... Et du coup, c'est cette réalité-là que tu soulignes, que je trouve hyper importante de souligner, parce que sinon, on a l'impression d'hurler dans le vent, enfin, je sais plus l'expression, mais de dire il faut faire ci, il faut faire ça, alors qu'en fait, on ne peut pas, politiquement, tu vois, on dit il faudrait que la France fasse ça, il faut rompre avec le libre-échange, mais on ne peut pas, sans rompre d'abord avec l'Union européenne, d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et alors, parce qu'effectivement, on pourrait dire, oui, mais donc la France va influer au niveau européen, etc. Et je dis pas qu'il y a aucune marge de manœuvre, en fait, il y en a sur certains sujets. Mais le cadre quand même prédominant, c'est les traités, et comme je disais, il faut l'unanimité. Donc après, bah, effectivement, pour moi, il faut forcément être dans une forme de rupture unilatérale vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, on peut parler de Frexit, on peut parler de désobéissance, on peut parler de plein de choses. Après, sans forcément entrer dans la technique de comment ça se passerait exactement juridiquement, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais globalement, ouais, il faut une forme de rupture unilatérale. Et qui ne doit pas être vu, dans ma perspective, comme un repli nationaliste. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire, l'Union européenne nous enferme dans un marché unique qui pousse en fait à la guerre commerciale interne. Il ne faut pas du tout le voir comme un bloc qui permettrait de peser dans la mondialisation. C'est une mini-mondialisation en pire. Et donc, en fait, à la limite, s'extraire de ça permettrait justement de renouer avec de la coopération en Europe et au-delà de l'Europe. Parce que pourquoi la coopération se limiterait à l'Europe ? Mais alors, effectivement, c'est sûr que ça permettrait d'agir tout de suite, c'est-à-dire que demain matin, tu as un gouvernement qui a envie d'agir, qui prend les commandes au niveau français, il n'a pas besoin d'attendre un alignement de planète au niveau européen, ou encore pire au niveau mondial, qui viendra peut-être un jour, souhaitons-le. Si demain l'Union européenne n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui, tu vois, ce qui est possible. Ce qui est possible. Le problème, c'est que c'est quand même un petit peu son ADN historique. Ça aurait pu suivre une autre trajectoire historique, mais en fait, quand tu regardes historiquement, depuis le début, l'Union européenne est conçue comme un grand marché.
Et on annonce toujours un volet social, démocratique, écologique. Si tu veux, depuis le traité de Rome en 57, on aurait eu le temps de mettre en place un certain nombre de choses. Ouais. Tu vois, ça prend pas ce chemin-là. Donc, au bout d'un moment, peut-être que le rapport de force fera que. Sauf qu'aujourd'hui, le rapport de force, il évolue en plus plutôt vers l'extrême droite, au niveau européen, et vers les conservateurs. Mais oui, peut-être qu'un jour, si tu as des gouvernements de gauche radicales, ou ou écologiques, sociales, on les appelle comme on veut, dans tous les pays, et au Parlement européen, ça, peut-être que. Et qui défendent des intérêts nationaux convergents. Mais ça, tu vois, ça fait beaucoup de conditions. Ça fait beaucoup de conditions. Donc, si on est un peu pressé, et c'est le cas, ouais. En fait, on peut pas attendre ça. Et c'est le truc, je trouve, c'est ce que je lis souvent, les écolos, ils ont pour la plupart toute ma sympathie, qu'on soit d'accord ou pas, je veux dire, ils essayent d'aller dans le bon sens et on se nourrit de nos désaccords, il n'y a pas de problème. Mais ils abordent pas autant que toi, moins frontalement que toi, la question institutionnelle et économique qui pourtant sous-tendrait chacune des actions qu'ils disent vouloir mettre en place. Et donc, parfois, ça m'exaspère. Parfois, ça m'exaspère parce que moi, par ailleurs, je suis beaucoup d'auteurs souverainistes et qui, eux, parlent de ça tout le temps et pas forcément avec l'écologie en ligne de mire. Mais j'aimerais bien qu'au moins, voilà, ce soit clair. Par exemple, le libre-échange. Voilà, la plupart des écolos pensent que le libre-échange, il faut le limiter. Mais l'Union européenne, avec le Mercosur, on le voit encore, mais n'a pas du tout cette ambition-là. et donc, à un moment, si vous voulez limiter le libre-échange, il faut qu'il soit clair. Est-ce que votre stratégie, c'est d'influer au niveau de l'Union européenne pour qu'elle arrête le libre-échange? Ou est-ce qu'à un moment, vous direz stop, il faut sortir parce qu'elle ne changera jamais? C'est comme une relation toxique. À un moment, il faut arrêter. Exactement. Les traités de libre-échange, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que le libre-échange, c'est clé dans cette histoire. Et l'Union européenne, il faut comprendre que c'est elle qui a les prérogatives en termes de commerce international. C'est-à-dire qu'un pays seul ne peut pas mettre en place de protectionnisme. Même vis-à-vis d'un autre État membre, enfin que ce soit vis-à-vis d'un autre État membre ou d'un État tiers, il ne peut pas. Par contre, l'Union européenne pourrait mettre une forme de protectionnisme aux frontières, mais il faut qu'elle le décide. Et donc, on retombe sur des intérêts qui sont divergents. Et aujourd'hui, sur ces dernières années et décennies, l'Union européenne, elle signe des traités de libre-échange, quand même. Ouais. Tu vois, elle est pas. Alors là, ça commence à dire est-ce qu'il faudrait pas une petite forme de protectionnisme compensatoire pour compenser le pacte vert au niveau européen. Entre la Chine qui nous inonde de produits et les États-Unis qui font du protectionnisme, peut-être que l'Union européenne va se réveiller. Peut-être. Mais le problème, c'est que en fait, quand on voit les derniers développements, on dit il y a un petit quelque chose qui commence, et en même temps, on se dit ah ouais, mais ils en sont encore là. Ouais. C'est-à-dire qu'en face, tu as deux gros blocs géopolitiques qui déjà sont des blocs, ce que n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un agrégat de pays qui n'ont pas des intérêts convergents, hein, j'y reviens. Et puis les deux autres blocs, si tu veux, en termes de patriotisme économique, de souverainisme économique, eux, ils n'hésitent pas une seconde, et ça fait des décennies qu'ils n'hésitent pas. Ah, bah tu vois, et donc là, le retard pris, il est colossal. Ouais. Et du coup, je me dis, ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse la liste un peu des éléments de transition et ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Union européenne et ce qu'on peut vraiment pas faire Ça va être rapide, non, je rigole. L'investissement public dans la transition, on peut le faire dans le cadre de l'Union européenne? Alors, en fait, à chaque fois, c'est jamais tout ou rien. Tu peux faire un peu. Alors, tu peux préciser. Tu peux faire un peu. Alors, plusieurs choses. Tu peux un peu faire un peu plus de déficit que ce qui est autorisé, machin. Ça, on l'a fait tous les ans. On le fait tout le temps. Mais tu vois, il y a quand même une différence, c'est que souvent, en fait, les règles sont pas aussi intangibles qu'il y paraît. C'est-à-dire que si tu es un gouvernement néolibéral, tu vois, quand Macron est arrivé aux commandes, il a fait du déficit. Enfin, le déficit était un peu plus élevé que les 3%. La Commission européenne n'a rien dit. En même temps, en Italie, tu avais les populistes d'extrême droite qui, eux, avaient un déficit moins important, mais qui, eux, étaient pointés du doigt par la Commission européenne, tu vois. Donc, en fait, tu sens aussi que politiquement, en fonction des affinités de la Commission européenne, et donc le jour où demain matin, tu as un gouvernement assez radical sur les questions sociales et écologiques qui arrive aux commandes, évidemment que la Commission européenne va l'avoir dans le viseur, ce gouvernement, et qu'elle ne laissera rien passer. Et surtout, le vrai danger, il n'est pas là, il est sur le fait que tu dépends des marchés financiers. Et donc, même si tu dis, moi je m'en fous, je vais faire 10% de déficit, je respecte pas les règles, le problème c'est que les marchés financiers peuvent te sanctionner soit en augmentant les taux, formule soft, soit en refusant de te prêter, formule plus hard. Alors, aujourd'hui, c'est pas du tout un problème. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir de la dette française, c'est un placement sûr. Ça pourrait très bien le rester.
Si demain les taux commencent à augmenter, la banque centrale peut intervenir et faire baisser les taux en rachetant des titres, c'est pas un problème. Simplement, si tu commences à t'être mis à dos la banque centrale, la Commission européenne et que les marchés refusent de te prêter, tu peux, dans une situation extrême où tu aurais comme ça ces différents acteurs qui seraient hostiles, ce qui n'est pas impossible dans le cas d'un gouvernement de gauche radicale par exemple, bah là tu te retrouves dans une situation où il faudra trouver d'autres sources de financement. Et donc ça serait un retour à un circuit court du Trésor ou à la monétisation par la Banque de France. Et ça, là, pour le coup, tu tombes dans un truc complètement interdit par l'Union européenne. De même que si tu te dis, bah en fait, j'ai pas besoin de faire du déficit, je peux aussi financer mes investissements juste en allant taxer les hauts revenus, les grandes entreprises, etc. Mais en fait, si tu fais ça de manière un peu trop massive, on va te brandir le chantage à la délocalisation et le chantage à la fuite des capitaux. Et le problème, c'est que dans le cadre de l'Union européenne, ce chantage, en fait, il aura une réalité. Parce que comme tu ne peux pas contrôler les flux de marchandises et de capitaux, tu ne pourras pas empêcher les gens de partir, effectivement. Là, alors que techniquement, c'est faisable. C'est-à-dire que ça a fonctionné comme ça, tu vois. Mais il faut du coup accepter ce changement de règle. Et donc, là aussi, donc ça veut dire que, pour essayer de te répondre concrètement, sur les investissements, soit tu veux jouer sur le déficit, mais tu vas assez vite te retrouver bloqué. Soit tu veux jouer sur la fiscalité des riches pour que ça soit supportable socialement, et à ce moment-là, ils vont menacer de fuir et tu vas aussi te retrouver bloqué tant que tu restes dans le cadre européen. Donc les investissements, on peut le faire un peu, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Après, on peut peut-être imaginer un comme le Covid, que ce soit au niveau européen, des prêts garantis, que l'Union européenne garantisse, la BCE garantisse, qu'il y ait un petit budget européen qui se crée pour la transition. C'est envisageable. Oui, ça serait pas impossible, mais alors pour le Covid, il faut voir, parce que ça avait été vendu comme quelque chose de temporaire. On est censé rembourser ça, on sait pas trop comment, parce que je crois qu'il n'y a pas de ressources fiscales vraiment identifiées. Tu vois, il faudrait des ressources fiscales communes pour rembourser cet emprunt commun européen, qui était une première, effectivement. Donc dans l'absolu, on pourrait imaginer plein de trucs. Tu pourrais imaginer un emprunt commun européen, tu pourrais imaginer que la BCE fasse du quantitative easing, du green quantitative easing, c'est-à-dire tu vois, fasse de la création monétaire directement fléchée vers les investissements écologiques. Il y a plein de tribunes qui plaident pour ça, plein d'économistes qui plaident pour ça. En fait, juste, il faut qu'ils le veuillent. Ouais. Et donc, en fait, tant que c'est un petit peu verrouillé par une vision assez ordolibérale, comme on dit, tu sais, c'est un peu la variante allemande du libéralisme, très, très à cheval sur l'équilibre des comptes publics, très, très à cheval sur le fait que la création monétaire ne doit pas bénéficier au public, etc. Tant que tu es dans ce cadre-là, ces institutions, oui, pourraient bouger comme ça, mais ne le feront pas. Ou trop tard. C'est hyper clair pour le financement. Et l'autre volet de la transition, c'est le libre-échange. Ouais. Par la relocalisation. Qui s'oppose au libre-échange. La relocalisation. Alors ça, ce serait aussi un virage à 180 degrés de la part de l'Union européenne. Envisageable ? Alors, ce qui est envisageable, c'est des mesures aux frontières européennes. Ouais. Donc, alors déjà, ça serait qu'ils arrêtent de dégrader la situation. C'est-à-dire que l'Union européenne arrête de signer des traités type Mercosur. Ça serait déjà un début. Ensuite, il y a l'idée quand même dans le Green Deal européen, donc dans le pacte vert européen, il y a quand même l'idée d'aller commencer à faire une forme de protectionnisme compensatoire, c'est-à-dire de dire ce qu'on impose aux industries européennes, on va commencer à imposer la même chose, alors sur des produits très ciblés, enfin c'est pas... sur les importations. On va imposer la même chose aux importations. Ça serait un début de quelque chose. Alors, c'est trop tard. Ça règle pas non plus les problèmes internes à l'Union européenne, parce qu'en fait, tu as toute une série de délocalisations au sein de l'Union européenne. Tu as de la concurrence déloyale venant des pays de l'Est. Tu as des salaires minimums en Europe de l'Est qui sont près du même ordre de grandeur que les salaires minimums chinois. Ouais. Tu vois, donc tous ces problèmes internes à l'Union européenne, tu ne peux les régler que par des barrières douanières entre États membres, et ça, pour le coup, c'est foncièrement interdit dans les traités. Ouais. Tu vois, t'as des articles qui interdisent les quotas et les droits de douane, parce qu'il y a différents outils, entre États membres. Donc, l'Union européenne pourrait se réveiller sur une forme de protectionnisme européen, ça en prend que très timidement le chemin, mais par contre, un État membre ne peut rien faire dans le cas de l'Union européenne là-dessus. Ouais, après, on pourrait... Sans désobéir. Les plus européistes pourraient considérer qu'à partir du moment où on réussit à maintenir l'industrie sur le sol européen et pas sur le sol français, le pari est gagné déjà. Les plus européistes d'entre nous. Ouais, alors oui et non, parce que alors encore une fois, déjà le protectionnisme européen, c'est vraiment très très timide, donc ça suffit pas. Mais quand bien même il y aurait quelque chose là-dessus, le problème c'est que les sphères politiques sont nationales, que du coup t'as pas de redistribution et de solidarité européenne. Parce qu'à la limite, si t'avais le truc de dire bah ok, l'industrie se déplace en Europe de l'Est, mais t'as des fonds européens qui vont dédommager les gens qui sont dans les régions industrielles françaises par exemple sinistrées et qui vont recréer d'autres formes d'emploi. Comme à l'échelle d'un État. Comme à l'échelle nationale, c'est-à-dire que t'as des départements où t'as plus d'industrie que d'autres, mais tu vois, t'as une solidarité nationale qui se met en place. Là, il n'y a pas ça, et il n'y aura pas ça, à mon avis, pas avant longtemps, parce que
encore une fois, l'Allemagne est assez opposée à ce genre de solidarité, et les pays du Nord en général, hein, parce que les Pays-Bas, etc. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire, ah ouais, mais c'est une forme de solidarité. Les pays du Sud qui sont vus un peu comme des tirs au flanc, etc., dans leur vision, dans la vision de certains en tout cas, du coup, seraient encouragés à faire moins d'efforts, puisqu'il y a la solidarité qui va venir les rattraper. Or, tant que tu n'as pas cette solidarité-là, le problème, c'est que les pertes d'emplois industriels que tu as ici et maintenant, c'est un problème social ici et maintenant, et c'est un problème politique ici et maintenant, qui, pour le dire concrètement, fait monter l'extrême droite dans les pays concernés. Tu vois, il y a un vrai problème interne, en fait. Du coup, entre nous, toi, tu penses que l'Europe changera pas à temps, et que du coup, il faut, pour mettre en place la transition, en sortir. Oui. Ah oui, moi je plaide clairement, alors effectivement, pour être un peu plus explicite encore, moi je plaide clairement pour la sortie de l'Union européenne. Et alors, encore une fois, on peut discuter de la forme, c'est-à-dire qu'il y a des façons, en fait, tu pourrais arriver au pouvoir et dire juste, en fait, j'applique pas les traités, je désobéis à tout. Ça, en fait, ça serait pour moi une forme de sortie dans la pratique, parce qu'en fait, l'Union européenne, c'est quoi? C'est juste un ensemble de traités et d'institutions, donc si tu dis que tu les respectes plus, c'est un peu équivalent à une sortie. Après, tu aurais la sortie explicite, sous forme vraiment de Frexit affirmé comme tel. Pourquoi pas? En fait, mais là, c'est presque des différences de stratégie ou de communication. Mais sur le fond, ce qui compte, c'est de ne pas appliquer les traités. Un point important qu'on avait développé dans un autre bouquin, je dis on parce que c'était un bouquin collectif, c'est le fait que si tu fais ça, il faut changer la constitution française. C'est peut-être pas intuitif, mais en fait, dans la constitution française, il est écrit que la France appartient à l'Union européenne. Et que le droit européen a la primauté sur le droit national. Et donc, ce qu'on avait raconté avec un groupe de réflexion qui s'appelle Chapitre 2, avec 4 autres co-auteurs, on avait raconté qu'en fait, si unilatéralement tu dis moi je désobéis à tout, le problème c'est que du coup, tu respectes pas le droit européen qui est inclus dans ta constitution, donc tu respectes pas ta constitution. Et là, ça devient en fait attaquable même auprès du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel français, tu vois, par l'opposition ou les groupes, les entreprises qui s'estimeraient lésées par tes mesures protectionnistes ou autres, pourraient attaquer comme ça. Et donc là, ça veut dire qu'il faut un changement constitutionnel qui est pas forcément énorme. C'est-à-dire que tu peux imaginer dans la foulée de l'élection, nous c'est ce qu'on disait, t'es élu et puis dans la foulée, tu dis il y a un référendum qui réinstaure par exemple la primauté du droit national sur le droit européen, ou qui dit que dans certains secteurs stratégiques, dans certains domaines stratégiques, on réinstaure cette primauté du droit national, tu vois. Mais il faut faire ça, sinon il y a un problème juridique interne, ce qui est pas intuitif. Parce que Henri Guénaud défend la même chose. D'accord. Après nous, j'imagine. Parce que nous, on a raconté ça dans un bouquin il y a 5 ans. Ah bah, je sais pas. Il nous a peut-être lu. Ça a peut-être lu, ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est le premier pas. Enfin, c'est la première chose mise en avant par les gens qui voudraient retrouver un peu de marge de manœuvre vis-à-vis de l'Union européenne. Mais blague à part, effectivement, différentes personnes attachées à la souveraineté nationale, sous différentes formes, hein, parce qu'on peut mettre plein de choses derrière ça, hein, y compris des options politiques très très différentes, voire contradictoires. Donc moi, c'est une souveraineté nationale et populaire de gauche, écologique et sociale, hein, que ce soit bien clair. Mais effectivement, des gens qui sont sur le thème de la souveraineté nationale peuvent aller là-dessus, sur le dire qu'il faut la primauté du droit national sur le droit européen. Et là, ça rouvre des possibles. Et donc, on a vu qu'est-ce que c'était que cette transition, qu'est-ce qu'il fallait faire institutionnellement, surtout vis-à-vis de l'Union européenne, pour mettre en place cette transition. Et ce qu'il y a de génial dans ton livre, je trouve, c'est que tu dis que ça ne suffira absolument pas. C'est déjà énorme comme changement et que ça suffira absolument pas. Pourquoi est-ce que ça suffira pas? Alors, qu'on s'entende bien, si on fait ça, c'est déjà très très bien. Hein. Ouais. C'est déjà très très bien. Il faut faire, tu vois, pour moi, c'est vraiment la situation est tellement grave et tellement urgente que je prends tout ce qui va dans le bon sens. C'est-à-dire que à politique inchangée, je prends tous les changements individuels ou tous les changements au niveau des entreprises qui vont dans le bon sens. Ouais. À système inchangé, je prends les politiques qui vont dans le bon sens. Il y a quand même un début de transition. Il y a quand même... C'est ce qu'on disait avec Cyrus. Il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens, tu vois, il faut le reconnaître. Au niveau technologique, vous parlez avec Cyrus, je suis entièrement d'accord. Il y a un développement exponentiel du photovoltaïque, il y a un fort développement de l'éolien. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Mais alors d'ailleurs, souvent, c'est quand même stimulé par la puissance publique via des mesures qui ne sont justement pas d'inspiration néolibérale. Tu prends tout ce qui va... Je fais une parenthèse, mais je pense que c'est important, parce que le peu qui va dans le bon sens aujourd'hui, en fait, est mu par des mesures non néolibérales d'inspiration. C'est-à-dire que tu prends secteur par secteur, par exemple dans l'automobile. Il y a un début assez prometteur de décollage sur les ventes de véhicules électriques.
Alors, c'est encore que 2-3% du parc, parce qu'il faut le temps que ça se renouvelle, mais c'est, je crois, 17% des ventes. Donc, c'est pas mal, quand même. Mais tu as des subventions publiques à l'achat. Tu as une réglementation qui fait que les constructeurs sont de plus en plus contraints sur leur niveau d'émission de CO2. D'ailleurs, là, ils sont en train de dire, ouais, c'est chaud, parce que normalement, en 2025, ces normes doivent baisser et les constructeurs essayent de négocier. Tu as le point d'arrivée qui est qu'en 2035, tu peux plus vendre de véhicules thermiques. Donc tout ça, en fait, est très contraint par la puissance publique. Pareil dans les bâtiments, l'idée, c'est de passer du chauffage fossile aux pompes à chaleur. Donc ça, pompe à chaleur, autre très bon exemple de techno hyper utile qui se déploie. Mais en fait, pour faire ça, tu as des interdictions qui sont programmées de dire, là, à partir de là, on ne peut plus utiliser de chaudière au fioul, à partir de telle date, on ne peut plus utiliser de chaudière au gaz. Et pareil pour la rénovation thermique des bâtiments, dire tel passoire thermique, on n'a plus le droit de la louer à partir de telle date. Donc en fait, il y a des trucs qui vont dans le bon sens, mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait parce que l'État intervient. Et donc, mais ce qui veut dire aussi que, tu vois, l'État peut quand même aussi quelque chose dans le système actuel. Tu vois, c'est pas complètement verrouillé. Je voudrais pas non plus désespérer les gens. Par contre, vu l'urgence et vu l'ampleur de ce qu'il y a à faire, tu sens que s'il faut y aller dans les bons ordres de grandeur et selon les bons rythmes, et s'il faut commencer, tu vois, par exemple, à financer une rénovation thermique du bâtiment au bon rythme, parce qu'on parle de quelque chose de l'ordre du million de logements par an qu'il faudrait rénover. Là, en fait, c'est des fonds où tu sens que ça marche pas bien avec l'équilibre budgétaire qu'un s'impose le néolibéralisme, tu vois. Donc, si tu voulais passer à l'échelle, là, il y aurait un souci. Mais on peut faire des choses quand même dans le cadre du système actuel. Et après, donc, il y a le fait de dire, essayons de changer le système. Donc, rupture avec le néolibéralisme, on l'a vu, et donc ça implique, pour moi, une forme de rupture avec l'Union européenne. On peut discuter des détails, mais voilà. Donc, et je précise aussi un truc important, la rupture avec l'Union européenne, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce que tu vois, c'est un truc de logique où souvent les gens, des fois, confondent les deux et disent, ah ben oui, mais regardez, par exemple, le Royaume-Uni, ils sont sortis de l'Union européenne, ils font toujours du libéralisme. Oui, il faut sortir de l'Union européenne pour arrêter de faire du néolibéralisme, mais il ne suffit pas de sortir de l'Union européenne. Tu peux très bien ne pas être dans l'Union européenne et continuer à faire du néolibéralisme tout seul comme un grand, même si les traités ne te l'imposent pas. Comme la plupart des pays dans le monde. Comme la plupart des pays dans le monde. N'empêche que tu vois, par exemple, les États-Unis, leur gestion macroéconomique de la situation, elle est basée sur une logique très keynésienne, où ils regardent pas du tout le déficit, ils regardent pas du tout la dette, ils investissent massivement. Ça, c'est infaisable dans le cadre de l'Union européenne. Et tu prends les politiques économiques américaines ou, dans un autre genre, chinoises, une bonne partie de ce qu'ils font serait incompatible avec les traités. Ouais, mais David Kaila, d'ailleurs, qui est un grand spécialiste du sujet. Je crois qu'il a sorti un livre, La fin du néolibéralisme, comme quoi on se dirigeait vers une... je l'ai pas lu, donc mais vers la fin. Alors j'ai lu tous ces bouquins, ils sont très bien. Oui, moi je vais pas parler à sa place, mais on est assez alignés là-dessus, je crois. Ouais. Donc ça pourrait prendre fin. Et du coup, pour revenir sur la transition. Oui, lui ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, à la faveur des crises actuelles, en fait, il y a déjà un début de sortie du néolibéralisme sur certains pans, et il prend l'exemple que je trouve pertinent des marchés financiers, où il dit effectivement, en fait, les marchés financiers ne sont plus autorégulés depuis un petit bout de temps. En fait, ils sont quasiment administrés par les banques centrales qui fixent les taux. Et en fait, depuis la crise financière des subprimes et derrière le Covid, on est obligé de fonctionner comme ça, sinon tout se serait écroulé depuis un bout de temps. Voilà. Et donc, ça commence comme ça sur les pans financiers, peut-être demain sur les pans énergétiques ou alimentaires ou sur d'autres enjeux. Et il dit peut-être que les crises s'enchaînant, peut-être qu'en fait, qu'on va de facto, étape par étape, sortir du néolibéralisme. Voilà, ce qui est une thèse qui est intéressante. Et qui se vérifie petit à petit, par exemple, avec le changement des États-Unis, où on peut imaginer que l'Union européenne se réveille, quoi, et change de braquet. C'est quelque chose de possible. Ouais, et là-dessus, les crises ont un rôle à jouer. Et comme les crises s'enchaînent, et finalement, si tu dis, tiens, il y a une crise, donc là, on est obligé de s'extraire du néolibéralisme ponctuellement sur tel truc. Typiquement le Covid, le quoi qu'il en coûte. Rupture majeure avec l'austérité budgétaire. Et donc là, ça éveille les consciences de dire, mais attends, pourquoi il n'y a pas un quoi qu'il en coûte climatique, du coup? Voilà. Et donc, mais effectivement, le coup d'après, c'est la crise énergétique, suite notamment à la crise du gaz liée à l'invasion russe de l'Ukraine. Bouclier énergétique pour protéger le pouvoir d'achat autant que possible de l'inflation, des prix de l'énergie, etc. Et en fait, alors à chaque fois c'est des rustines un peu, tu vois, c'est pas vraiment un changement de système, mais ça prendra peut-être cette forme-là, tu vois, une succession de rustines et de changements impulsés par des crises qui font que soit les gouvernements actuels, soit d'autres plus adaptés, parce qu'à un moment, peut-être les gens se diront, mais en fait, si le néolibéralisme n'est pas adapté, votons pour des gens qui défendent pas le néolibéralisme, ou même les acteurs actuels qui, à force de changement, se feront quelque chose qui finalement n'est plus vraiment du néolibéralisme, tu vois. C'est pas forcément un grand soir, tu vois, ça peut se faire étape par étape. L'avènement du néolibéralisme, le passage de ce qu'il y avait avant, qui était plutôt keynésien, interventionniste, tu vois, dans les 30 Glorieuses, au néolibéralisme, ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait par un long mouvement idéologique et intellectuel. Ça sera peut-être pareil dans l'autre sens. Voilà, même si on n'a pas le temps, d'où l'urgence de sortir, parce que ce que tu nous dis, c'est
Et là, pour le coup, ça fait plutôt consensus parmi tous ceux qui parlent d'écologie, quoi. À part chez Pascal Pro, ça fait plutôt consensus. C'est que le climat se réchauffe très vite. Et donc, dans l'hypothèse où on met en place tout ce que tu préconises, une rupture avec le néolibéralisme, de l'investissement massif de l'État, du protectionnisme écologique, même si on fait tout ça, on n'aura probablement pas, on réussira pas à limiter suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, je pense que c'est le risque. Alors, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, ça serait bien que ça suffise. Et c'est déjà énorme si on fait ça. Franchement, si on fait ça, c'est déjà énorme. Mais en fait, si on fait ça, on va arriver à déployer le plein potentiel de la transition. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un début de transition qui ne déploie pas son plein potentiel à cause de freins dus au système socio-économique, donc dû au néolibéralisme. Si tu fais sauter le verrou du néolibéralisme, là, tu peux pousser la transition à son plein potentiel, qui est énorme. Hein. C'est énorme le potentiel technologique de la transition. Mais par contre, je pense que ça risque de ne pas suffire à plusieurs niveaux. Donc là, en fait, là, on va taper sur des limites non plus socio-économiques, mais physico-techniques. Et là, si tu veux, quel que soit le système économique, en fait, on va taper ces limites-là. Moi, c'est des limites intrinsèques de la transition, je pense. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? On peut mettre le fait que donc, si on veut électrifier massivement, on a dit c'est un des gros pans de la transition, tout ne s'électrifie pas. Tu vois, il y a des domaines, par exemple, dans l'aéronautique, l'avion électrique, c'est pas demain la veille. Alors que la voiture électrique, oui, mais les batteries sont trop lourdes, c'est pas adapté à l'aviation. Tu vois, donc il y a un certain nombre de secteurs comme ça où on peut pas électrifier. Alors on va dire, bah en fait c'est pas très grave parce qu'on peut faire de la biomasse. Tu vois, dans l'aéronautique, tu peux faire des biocarburants par exemple. Mais les gisements sont limités. En fait, t'as des surfaces limitées, il faut un certain temps pour que ça pousse, tu vois, donc tu peux pas faire une infinité de biomasse non plus. Et puis j'avais dit le troisième pan, c'est la chaleur renouvelable. Donc ça c'est plutôt pour le chauffage ou pour des choses comme ça, tu peux pas faire tous les usages. Donc en fait, à chaque fois, t'as des gisements comme ça qui sont limités. Et puis surtout, en fait, c'est une question de temps. C'est-à-dire que si on avait une infinité de temps, moi je pense que tu peux tout décarboner à terme, tu vois, c'est pas... Mais en fait, dans le temps donné, le truc c'est que la transition, à chaque fois, ça prend du temps. Tu vois, il faut le temps que les innovations arrivent et qu'elles se déploient industriellement. Dans l'aéronautique, alors je reste là-dessus, parce que c'est un secteur que je connais bien, mais dans l'aéronautique, tu vois, il faut 25 ans pour renouveler la flotte d'avions. Ouais. Ça veut dire que si demain matin, tu as un avion révolutionnaire qui sort, alors déjà, il faut à peu près 15 ans pour le concevoir. Donc si tu as une idée révolutionnaire aujourd'hui, ça ne sort que dans 15 ans. Et ensuite, il faut 25 ans pour renouveler les flottes. Versus, si tu décides de faire de la décroissance du trafic aérien, ça, demain matin, tu peux dire, le trafic est limité dans les aéroports de X%. Et tu vois, et donc, dans une situation d'urgence, la décroissance, ou la sobriété, on appelle ça comme on veut. Bon, la décroissance, pour moi, c'est quand même une forme assez systémique et globale de sobriété. Bah, ça permet d'agir tout de suite. Et ça permet aussi d'agir sur tous les fronts, parce que tu vois, il y a aussi un souci avec la transition, parfois, c'est que ça peut aussi un peu reporter les problèmes ou se heurter à d'autres limites physiques. Alors moi, je suis pas dans le discours de dire, ouais, il y a le tunnel carbone, alors il faut bien réfléchir à tous les problèmes écologiques en même temps. Oui, il faut une vision systémique, mais le problème numéro 1, c'est quand même le climat et l'épuisement des ressources fossiles. Ok. N'empêche que si tu veux tout électrifier, par exemple, tu as besoin de beaucoup de métaux. Et donc, en fait, si tu te heurtes aux quantités de métaux disponibles, bah juste, ta transition, elle pourra pas aller aussi vite que tu veux. Le renouvelable demande pas tant de métaux que ça. Ça, c'est pas un problème. Par contre, l'électrification des voitures, tu vois, si tu voulais faire toute la flotte actuelle de voitures, la remplacer par, je caricature, mais par des SUV électriques, là, tu aurais un problème de métaux. Ça veut dire qu'on peut pas faire ça. On peut pas faire ça brut de fonderie. Il faut un maximum de transport collectif et de mobilité active, vélo-marche. Donc le moins de voitures possible. Et les voitures qui restent, il faut qu'elles soient les plus petites possibles, qu'elles aillent pas trop vite. Mais là, déjà, tu vois, c'est un peu des formes de sobriété. Et que les métaux soient un maximum recyclés. Donc voilà. Donc tu vois, on va avoir des limites temporelles, de dynamique de déploiement, limites de surface au sol disponible pour la biomasse, limite de métaux disponibles, limite des fois technologiques, juste des trucs qui ne sont pas faisables. Tu vois, dans l'aviation, c'est très compliqué à décarboner technologiquement, par exemple. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'une dose de décroissance en complément, pas à la place de, le gros du boulot, c'est la transition, mais en complément, une dose de décroissance, soit ciblée, donc là, c'est de la sobriété ponctuelle, soit globale, donc là, c'est vraiment de la décroissance. Je pense que ça va être indispensable. Et alors, pour quelque chose en complément, dans ton livre, la décroissance est quand même présentée comme un changement ultra systémique et qui ne serait pas nécessairement synonyme de souffrance.
Euh, Parce que organiser la décroissance, pour le coup, une rupture avec le néolibéralisme, on a des exemples. Une rupture avec l'idéologie, enfin avec l'idée de croissance économique, ça c'est beaucoup plus. On n'a pas d'exemple historique. On n'a pas d'exemple historique et l'organisation, la rupture est beaucoup plus radicale. Pour que les gens aient une idée, la transition, ça peut nous permettre de diviser nos émissions par 2, je crois que tu dis dans le livre, en quelques dizaines d'années. Ouais. Soyons très. C'est vraiment juste pour avoir une ordre d'idée générale. Ouais, si tu veux, pour l'exercice de pensée, dans le livre, mais qui date déjà un petit peu, je pense, sur ces aspects-là, qu'il a que 2 ans, pourtant, mais effectivement, j'imagine une répartition des rôles un peu moitié-moitié, en disant, en gros, s'il faut diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, la décroissance fait la moitié du boulot et la transition fait l'autre moitié. En fait, je pense que la transition fera une plus grosse partie du boulot que la décroissance. Ok. À la fois parce que je pense que la transition a un peu plus de potentiel, enfin encore plus de potentiel que ce que je pensais au départ, et à la fois parce que la décroissance a peut-être plus de limites que ce que je pensais au départ. On pourra peut-être venir après sur, parce qu'il y a aussi des limites à la décroissance. Je parlais des limites à la transition, mais il y a aussi des limites à la décroissance. Donc ouais, moi je pense, tu veux, pour fixer les idées, que tu vois, au niveau français, il faut diviser par 4 ou 5 nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Moi, je pense qu'on pourrait envisager, en ordre de grandeur, une décroissance de peut-être 20-30% du PIB. Et tout le reste, je pense que c'est de la transition. Voilà. Mais sachant qu'en fait, déjà, rien que le fait d'arrêter la croissance, donc de faire une économie stationnaire, ça déjà, c'est pas mal, parce qu'en fait, ça évite de détruire par la croissance, donc par l'accroissement des volumes, les gains unitaires qu'on fait par la technologie. Donc déjà, rien que ça serait pas mal. Et là, t'appauvris personne. Ouais, bah, essayons de concevoir rien qu'une décroissance de 10-15% du PIB sur les 10-15 prochaines années. Comment ça se passe? À quoi ça ressemble? Alors effectivement, effectivement, donc déjà, il y a la question de à quel rythme ça se fait. Parce que, en fait, donc une décroissance, donc moi je te dis, tu vois, 20-30% d'ici 2050. Donc en gros, c'est à peu près moins 1% par an. Moins 1 point par an. Donc tu vois, si déjà formulé comme ça fait déjà un peu moins peur, moi je trouve. Mais en fait, il pourrait y avoir plusieurs formules. Soit tu peux dire, je le fais d'un coup. Et alors, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que je peux le faire d'un coup. Et là, si tu veux, l'avantage, c'est que directement, tu fais des grosses réductions d'émissions et sur toute la période à venir. Parce que ce qui compte, tu sais, c'est le cumul des gaz à effet de serre que tu envoies. Donc, quand on dit neutralité carbone en 2050, si tu arrêtes d'émettre le 31 décembre 2049, tu vois, en fait, tu as émis des quantités déjà rédhibitoires. Ce qui compte, c'est l'intégrale, quoi, c'est la somme. Donc, du coup, si tu fais de la décroissance, ça, c'est cool parce que tu peux tout de suite réduire très fortement. Là où, comme je disais, la technologie met industriellement du temps à se déployer. Mais d'un autre côté, socialement, on peut se dire, ouais, c'est très violent, par contre, 20 ou 30% d'un coup. Alors que par contre, si tu fais 1% par an, c'est peut-être moins violent. D'un autre côté, si tu fais 1% par an, tu remets le débat sur la table tous les ans. Alors que d'un autre côté, si tu le fais une fois pour toutes, c'est une grosse décision qu'on prend une fois pour toutes, et après, on ne décroît plus. Donc ce qui est peut-être moins violent après à terme. Bon, ça, là, on est dans un débat de psychologie sociale que je ne saurais pas épuiser. Mais après, voilà, comment ça se passe concrètement? Alors déjà, il faut préciser plusieurs trucs, parce que souvent, il y a des grosses confusions sur la décroissance où chacun comprend un peu ce qu'il veut. Déjà, là, je ne parle que des pays riches. Je commence par préciser ça, c'est-à-dire que la décroissance, ça va pas être pour tous les pays. En fait, il y a plein de pays qui ont besoin de croissance. Nous, ça nous a été utile d'avoir de la croissance à un moment de notre histoire. Ouais. Voilà, donc on est d'accord que je parle pas de la décroissance pour des pays qui seraient en voie de développement, etc. Donc là, je parle pour les pays riches. Première précision. Deuxième précision, je parle... Puis en France, en fait, parce que ça implique une politique nationale, je veux dire. Ouais, c'est ça. On ne pourra pas obliger d'autres pays à faire Non, comme tout à nous. fait. Mais par contre, on pourrait imaginer que la France, toi, donc, expérience de pensée, hein, on arrive aux commandes, on fait de la décroissance, ça se passe bien. Ça pourrait faire des émules et entraîner d'autres pays qui souverainement se lanceraient aussi là-dedans, en coopération avec nous. Mais ça, vrai pour la transition déjà en tant que telle. Hein. Mais bon, potentiellement vrai aussi pour la décroissance. Donc, mais par contre, simplement, voilà, ce qu'on va raconter là est valable en gros pour un pays riche, donc la France, ou un autre pays riche qui déciderait souverainement de se lancer là-dedans. Donc, pour moi, il y a un certain nombre de conditions à remplir pour que ça soit vivable, cette histoire de décroissance. Première condition, ça ne doit pas se faire en appauvrissant les pauvres. Ouais. Parce que, en fait, ok, il y a des problèmes écologiques, mais il y a aussi des problèmes sociaux. Et en fait, les gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et sont déjà dans la galère,
En fait, on va pas leur dire, les gars, pour sauver le climat, vous savez quoi, vous allez avoir 30% de salaire en moins, vous êtes au SMIC ou au RSA, ça va être 30% de SMIC ou de RSA en moins. Ça, c'est évidemment intenable. Moi, je défendrai pas ça une seule seconde. Donc, ça veut dire que ça peut peser sur les riches. Donc là, ça va être un combat politique, assumé, mais si tu veux, comme avec la transition ou l'Union européenne, ça ne va de toute façon pas faire plaisir à certaines personnes minoritaires qu'il va falloir affronter politiquement. Ça, y a pas de souci. Donc ça peut peser sur les riches, mais en fait, quand tu regardes les ordres de grandeur, ça va devoir aussi peser sur les classes moyennes. Parce que certes, les riches sont très riches, mais ils sont pas nombreux. Et donc, en fait, quand tu regardes les grandes masses monétaires en jeu, et si tu veux, c'est comme ça que j'arrive à dire qu'on pourra pas faire plus de 20-30%. Parce qu'en fait, moi, l'exercice que je propose, c'est de dire, on n'appauvrit pas les pauvres, donc on sanctuarise les revenus de la moitié la plus pauvre de la population. Les classes moyennes, on leur demande l'effort moyen. Tu vois, si tu as 20% de décroissance, leurs revenus baissent de 20%. Et les riches font tout le reste. Ouais. Donc, aussi tous les efforts qui n'ont pas porté sur la partie la plus pauvre de la population. Si tu fais ça, forcément, tu es arithmétiquement limité. Tu vois, si tu pousses trop loin la décroissance, tu arrives à un moment où, en fait, les riches gagnent autant que les autres, tellement tu as réduit les inégalités, et tu peux pas aller plus loin. Et ça, quand tu fais les calculs, tu te rends compte que 20-30%, en tout cas, voilà, moi, ça me paraît être un petit peu la limite de l'exercice. Donc voilà, faut pas que ça se fasse au détriment des pauvres, mais du coup, ça limite l'ampleur de la décroissance que tu peux faire à partir du moment où elle ne pèse que sur les riches, et dans une moindre mesure sur les classes moyennes. Ensuite, ça doit pas se faire au détriment de l'emploi. Parce que si on dit, très bien, t'as 30% de PIB en moins, et du coup, t'as 30% d'emplois en moins, donc t'as des millions de chômeurs en plus. Indéfendable politiquement et socialement. Donc bien sûr, il s'agit pas de ça. Et donc là, de même que sur la question de la pauvreté, le degré de liberté, c'était la redistribution. On fait surtout peser sur les riches. Réduction des inégalités. Là, le degré de liberté, c'est la réduction du temps de travail. Tu vois, tu peux très bien dire, si t'as une décroissance de 30% du PIB, toute chose égale par ailleurs, c'est 30% d'heures travaillées en moins. C'est pas forcément 30% d'emplois en moins si tu diminues le temps de travail individuel. Alors, soit plus de congés payés, soit des semaines de travail plus courtes, soit tu pars plus tôt à la retraite. Donc là encore, on n'est pas vraiment dans cette dynamique-là, mais on pourrait très bien l'être. Et là, ça te permet de réduire le temps de travail et donc d'amortir l'impact, faire qu'il n'y a pas d'impact social en termes de destruction d'emploi d'une décroissance. Donc voilà. Et après, il y a un autre enjeu aussi, du côté de la production, la décroissance, donc de même qu'elle est différenciée sur les classes sociales en termes de revenus, comme je l'ai dit, elle doit aussi être différenciée suivant les productions, parce que c'est pas moins 30, si on fait moins 20 ou 30%, c'est pas moins 20% de soins, c'est pas moins 20% c'est pas les gens mangent moins 20%, c'est pas on a moins 20% d'éducation. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a des secteurs que tu vas sanctuariser. Mais là aussi, s'il y a des secteurs que tu sanctuarises, s'il commence à en avoir beaucoup des secteurs que tu sanctuarises, ça veut dire que ça va vachement limiter l'ampleur totale de ta décroissance. Tu vois, et là aussi, tu peux faire les calculs. Donc tu dis, tiens, si je veux pas toucher à l'agriculture et au service public, par exemple, ça, tu regardes, c'est à peu près un quart du PIB. Donc ça, en vrai, ça te limite pas de temps, parce qu'en fait, tu pourrais dire, je peux jouer sur les 3/4 restants, donc je peux aller loin. Mais si tu commences à te dire, non, mais je veux aussi sanctuariser l'industrie, par exemple, ou tu vois, en fait, plus tu rajoutes des trucs, plus c'est compliqué d'aller loin dans l'exercice. Voilà. Mais tout ça pour dire que moi, ma philo, ça serait de dire, on fait une décroissance uniquement dans les pays riches, qui ne pèse pas du tout sur les pauvres, qui ne pèse pas sur les productions essentielles, et qui se fait sans hausse du chômage par une réduction du temps de travail. Et je pense que ça, c'est jouable, mais du coup, ça veut dire que tu fais pas toute la décroissance que tu veux. Tu fais 20-30%. Et comme il faut diviser par 4 ou 5 nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est la transition qui va faire la grosse partie du boulot. Tu vois, même en étant décroissant, moi je dis ça, c'est la transition qui va faire la grosse partie du boulot. Ouais, ce que ne disent pas tous les décroissants. Non, parce que souvent ils chiffrent pas, et donc en fait ils se contentent, souvent ils citent pas les avantages de la transition, ils citent que les inconvénients, en disant du coup c'est une impasse, et du coup il faut faire de la décroissance, mais sans forcément décrire. Alors il y en a qui vont très loin dans la description, par exemple Timothée Paré, lui il t'explique vraiment à quoi pourrait ressembler un monde post-croissance, mais des fois il y a des gens qui critiquent la transition et qui expliquent pas à quoi ressemblerait l'alternative, et surtout qui chiffrent pas le truc. Donc en fait, attendez, vous arrivez à faire une division par 5 juste en jouant sur les niveaux de vie? Non, c'est infaisable. On redevient des hobbits, quoi. Voilà. Ou alors, sauf à supposer, parce qu'on sait jamais, mais tu vois, sauf à supposer des changements culturels hyper profonds, des changements sociaux hyper profonds, des changements presque anthropologiques, tu vois. Et alors là, c'est pas impossible, mais c'est une forme de pari. Tu vois, c'est exactement comme si tu veux quand les techno-optimistes disent moi je crois à la géo-ingénierie, moi je crois à la capture et séquestration de carbone, moi je crois à l'avion à hydrogène, etc. Des trucs qui peut-être marcheront en vrai, tu vois. Il y a des indices comme quoi ça pourrait marcher, mais c'est pas sûr. Donc miser là-dessus, c'est un pari. De même, penser que tout le monde pourrait très bien vivre avec des revenus bien plus faibles,
Bah peut-être, mais c'est un pari. Puis surtout, le choisirait. Parce qu'à la limite, si ça arrive, ça arrive. Mais quand on politise la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire voter ce changement radical de mode de vie aux Français. Or, on voit bien, enfin, je veux dire, tout le monde voit que ils ne sont pas du tout prêts de voter un truc pareil. Et pareil, comme ils sont écolos, ils sont censés être au courant de l'urgence. Et donc, on peut pas faire la promotion d'une solution qui ne pourra arriver que suite à une prise de pouvoir autoritaire Bien sûr. extrêmement violente et radicale. C'est pas possible. Bien sûr. Donc il y a cette contradiction, et c'est ce que j'aime beaucoup dans tes livres, c'est que tu reviens à la faisabilité politique et économique de chacune des solutions. Et puis comme tu dis qu'il faut les deux, bah, tu traites la faisabilité politique et économique de chacune de ces solutions. Alors, pour mettre en place la transition, on avait vu qu'il y avait une rupture nécessaire avec les dogmes néolibéraux. Alors, pour mettre en place même 10% de décroissance, restons sur une décroissance vraiment relativement soft. Là, il y a une rupture institutionnelle encore plus impressionnante à imaginer. Ouais. Alors là, pour moi, on n'est pas uniquement dans une rupture avec le néolibéralisme, donc la variante actuelle du capitalisme. Je pense qu'on est dans une rupture avec le capitalisme tout court. Et donc là, autre très gros sujet. Mais effectivement, alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Hein. Là, je donne ma position. Il y a des gens qui pensent que tu peux faire une économie stationnaire. Tu vois, je pense il y a des économistes de l'économie stationnaire comme Herman Daly ou Tim Jackson qui pensent que tu peux faire ça en gardant le capitalisme. Mais alors, ce serait un capitalisme très régulé, qui clairement serait pas néolibéral. Et en fait, quand ils te le décrivent, tu dis, bon, est-ce que ce serait vraiment toujours du capitalisme ou est-ce que ça serait vraiment faisable? Voilà. Moi, je pense, si tu veux, que la décroissance en général, et surtout la décroissance telle que je la décris, c'est-à-dire socialement soutenable, serait évidemment impossible d'un point de vue capitaliste, parce que faut s'imaginer qu'on dit, bon, on va voir les capitalistes, on leur dit, écoutez les gars, on va réduire la taille du gâteau, mais en plus, on vous en aurait une plus petite part qu'avant, parce qu'il faut maintenir la part de ceux qu'on n'avait pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, c'est peu probable que la réponse du MEDEF soit un oui franc et massif, on est d'accord? C'est très peu probable. Voilà, c'est très peu probable. Et donc du coup, je pense que d'un point de vue politique, on peut discuter techniquement de est-ce qu'une économie capitaliste c'est être stable ou pas en situation de décroissance. Tu vois, il y a des questions macroéconomiques ou des fois presque mathématiques derrière ça. Mais en fait, au-delà de ça, politiquement, moi je pense que ce sera juste pas entendable pour les capitalistes. C'est-à-dire que des choses bien plus modérées, c'est-à-dire qu'un petit début de transition bas carbone, un petit début de redistribution sociale, quand il se présente, est déjà insoutenable. 1% de hausse de l'impôt sur les sociétés, c'est Voilà. pas possible. Ça, c'est déjà complètement insoutenable pour eux. C'est l'enfer fiscal. C'est l'enfer fiscal, c'est le matraquage fiscal. donc oui, bien sûr qu'un plan massif comme ça de décroissance, mais même ce qu'on décrivait avant, hein, c'est-à-dire une transition déjà, une transition assez radicale et donc une rupture avec le néolibéralisme, déjà ça tanguerait dans certains milieux. Ah bah beaucoup. Il y en a qui seraient... Après, certains secteurs industriels pourraient avoir intérêt, tu vois, à une transition planifiée par l'État qui leur donnerait de la visibilité. Donc, ils seraient peut-être pas d'accord entre secteurs, entre entreprises. Par contre, la décroissance, globalement, là, je pense qu'ils seraient tous d'accord pour dire qu'ils en veulent pas. Et donc, ouais, je pense que ça va impliquer une forme de sortie du capitalisme. Et alors là, tout de suite, il faut préciser ce qu'on entend par là, parce que, évidemment, comme les seuls modèles non capitalistes de notre histoire récente sont des trucs qu'on n'a pas tellement envie de reproduire, à savoir ce qui se passait dans le bloc de l'Est, là, il faut tout de suite dire qu'il ne s'agit évidemment pas du tout de ça. Mais du coup, il s'agit de quelque chose qui n'a encore jamais été testé. Donc là, on est dans la théorie. Mais ceci dit, c'est important de l'avoir en tête, parce que le jour où un gouvernement déterminé à faire ça arrive aux commandes, où il a le MEDEF contre lui, en fait, il faut qu'il ait un plan. Donc ça implique, bah oui, de théoriser des choses. Et moi, je pense que la première étape dans une situation comme ça serait déjà d'aller sortir du capitalisme les grosses entreprises. Parce que tu sais, souvent, il y a ce débat-là de dire, ouais, mais les petites entreprises, c'est moins un problème, etc. Et effectivement, l'urgence, c'est pas demain matin que d'aller sortir du capitalisme le boulanger du coin. Encore qu'il peut y avoir des problèmes, hein, mais tu vois, de domination salariale ou des choses qui sont plutôt de nature sociale dans les petites entreprises, tu vois. Faut pas non plus idéaliser la figure du petit patron. Mais par contre, c'est clair que d'un point de vue stratégique, c'est pas là-dessus que ça va bloquer en premier, ça va bloquer du côté des grands groupes. Donc pour moi, je pense, étape 1, il faut aller vers la nationalisation des grands groupes stratégiques. En priorité d'ailleurs dans les domaines qui sont au passage utiles pour la transition, comme les transports ou l'énergie. On peut aussi avoir des choses comme la nationalisation des banques. Alors ça paraît inimaginable, mais tu vois, dans l'après-guerre, il y a eu une nationalisation des banques. Sous François Mitterrand, il y a eu une nationalisation des banques. C'est des choses qui ont déjà été faites, ça a déjà fonctionné comme ça.
Donc voilà, aller sur de la nationalisation ou renationalisation de secteurs stratégiques pour prendre la main dessus, pour que l'État, donc la puissance publique, donc quelque part, nous tous, puissent orienter ces secteurs et ces entreprises stratégiques dans le sens de l'intérêt général, ça paraît être un bon début. Et en fait, c'est même utile, même pour l'étape d'avant, même pour la transition. Ouais. Et ensuite, tu peux descendre. C'est-à-dire, après, tu sors du capitalisme, les grandes entreprises un peu moins stratégiques, mais qui ont quand même un pouvoir de nuisance et d'influence. Et après, tu descends vers les entreprises intermédiaires, vers les PME, et ça, tu peux le faire plus tard, tu vois. Ou même ne pas le faire, tu vois. Tu peux même imaginer une sortie partielle du capitalisme en ce sens-là. Moi, je serais plutôt pour aller jusqu'au bout, mais là, pour des raisons qui sont plus philosophiques et sociales, moi, je suis attaché à la démocratie, donc aussi à la démocratie économique. Les entreprises, c'est pas des structures démocratiques, donc je suis pour les démocratiser. Et ça implique une sortie globale. Il n'y a pas de raison que celui qui travaille dans une PME vit encore dans une forme de dictature au travail, hein, alors que celui qui vit dans un grand groupe serait dans autre chose. Donc, mais par contre, tu vois, stratégiquement, pour les questions écologiques, la priorité, c'est quand même de nationaliser des grands groupes. Et donc, et je précise peut-être Nationaliser ou démocratiser. Alors voilà, exactement, c'est ce que j'ai. Merci. C'est exactement ce que j'allais préciser. C'est que il y a plusieurs façons de sortir une entreprise ou un secteur du capitalisme. Le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production. Donc, c'est ton entreprise, elle appartient à des actionnaires qui en attendent un retour sur investissement, donc des dividendes, etc. Il y a en fait deux façons de sortir de ça. Soit tu dis, l'entreprise, je la nationalise, donc elle appartient à l'État, à la puissance publique, donc quelque part à tout le monde. Soit tu dis, je la démocratise. Moi, j'appelle ça des démocraties, des entreprises démocratiques dans mes bouquins. Fut un temps, on appelait ça de l'autogestion. Et là, c'est pas la même optique. C'est que c'est les travailleurs eux-mêmes qui, souverainement, au niveau de l'entreprise, dans leur collectif de travail, décident de comment ils gèrent leur outil de production. Ce qui peut passer par des formes de hiérarchie interne. Hein. Tu peux très bien imaginer que tu as une hiérarchie, mais juste le conseil d'administration qui est en haut, juste une espèce de gouvernement d'entreprise élu par les salariés, tu vois. Ce qui n'empêche pas que opérationnellement, quand tu as une grosse boîte, tu es bien obligé d'avoir une forme de hiérarchie. Tu vois, ça, à la limite, c'est des questions un peu différentes. Donc la question va être, donc, dans une entreprise, dans une économie non capitaliste, moi j'imagine que tu aurais un secteur nationalisé, donc public, et un secteur démocratisé. Donc en fait, ça serait le nouveau secteur privé, tu vois, il serait constitué d'entreprises démocratiques, gérées par leurs salariés eux-mêmes, et puis sous la coupe d'actionnaires privés. Et donc après, tu aurais, je pense, les mêmes débats qu'on a aujourd'hui entre privé et public, de où il faut mettre le curseur. Donc moi, je dis, moi, où je le mettrais à peu près, tout ce qui concerne du régalien, c'est-à-dire justice, police, armée, etc., ça doit rester public. Tout ce qui concerne du stratégique, je l'ai dit tout à l'heure, énergie, transport, télécom, banque, ça, je pensais bien que ça soit public, parce que ça concerne vraiment tout le monde. Par contre, que le marchand de chaussures du coin ou que le boulanger du coin soit public, ça me paraît être une aberration. Tu vois, donc moi, je défends pas du tout la nationalisation intégrale de l'économie, ce que défendent certains et ce qui était le cas dans le bloc de l'Est. Ça, je pense pas que ce soit une bonne affaire. Donc là, on est plutôt sur une démocratisation. Donc typiquement, tu vois, dans les PME, dans les entreprises de taille intermédiaire, même dans les grandes entreprises, mais non stratégiques, ça pourrait plutôt être de la démocratie d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est pas forcément exclusif, parce que là, on va me dire peut-être, mais attends, du coup, dans les boîtes qui sont nationalisées, les salariés ont aucun pouvoir, et ils ont peut-être envie d'en avoir un aussi. Donc peut-être que tu as quelque chose en fait de multiparti. Ouais. Tu as un certain pouvoir des salariés, un certain pouvoir de l'État, à doser en fonction du niveau d'intérêt stratégique de l'entreprise. C'est peut-être des choses comme ça. Et si tu le vois comme ça, le gros avantage, moi, je trouve, c'est que là, on parle d'un épanouissement des gens. Tu vois, on parle pas de revenir à un truc autoritaire en mode ouais, c'est l'État qui décide de tout. Non. On sort de la logique capitaliste, et ça va être une condition pour pouvoir décroître et faire plein de choses, mais on en sort, j'allais dire, par le haut en termes de démocratie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une restriction de la démocratie, parce que, tu vois, l'URSS, c'était, non seulement tu n'avais pas la démocratie économique, parce qu'au début, la théorie, c'était les soviets, mais dans la pratique, en fait, l'ouvrier de base soviétique décidait de rien, et tu n'avais pas en plus la démocratie politique. Nous, on dit, on garde la démocratie politique, et il y a tout un sujet de comment on en fait une vraie démocratie, au passage, mais aussi, on l'élargit pour avoir aussi une démocratie économique. Ouais, c'est séduisant l'idée de redonner du pouvoir aux travailleurs. En fait, c'est poursuivre la trajectoire de l'émancipation des individus politiques et économiques. Mais pareil, même dans ce cadre-là, par exemple, la valeur des entreprises, la valeur des capitaux, je veux dire,
comment est-ce que tu passes d'une entreprise privée à une entreprise démocratique ou nationalisée. Et ça s'appelle une spoliation, pour être clair. Ouais, alors là, effectivement, on arrive un peu dans les sujets techniques liés à ça. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Quand tu as l'État qui nationalise, tu peux avoir l'État qui simplement rachète les actions. Ouais. Donc ça peut être une façon de faire. Alors, très cher ou pas, suivant les cas, tu vois, par exemple, il y a des gens, par exemple, tu vois, Aurélien Bernier, qui est donc, avec qui j'ai... Qu'on salue. Qu'on salue, qui est un des co-auteurs du bouquin dont je parlais tout à l'heure sur l'Union européenne, qui a beaucoup écrit sur l'énergie aussi, et lui, dans un de ses bouquins, il fait le calcul, il dit, toutes les sommes qu'on a mis là dans le bouclier tarifaire pendant la crise énergétique, il y avait 2 à 3 fois de quoi nationaliser Engie, donc anciennement GDF, et en refaire une entreprise publique du gaz, tu vois. Donc, en fait, c'est aussi une question de choix politique. Donc lui, il explique bien dans ses bouquins comment tu pourrais renationaliser Engie, comment tu pourrais même renationaliser Total. Alors Total, c'est un plus gros morceau, clairement. Il y a des cas où c'est très simple. Tu vois, EDF, par exemple, est déjà nationalisé. EDF, c'est plus un problème elle est mise en concurrence avec des entreprises privées qui ne produisent pas grand-chose. Donc là, en fait, la production concrète est déjà assumée par l'opérateur public. Donc globalement, tu pourrais revenir à un monopole public, ça te coûterait rien et ça changerait pas grand-chose. Parce qu'historiquement, ce sera le climax du néolibéralisme. On fera pas pire. Donc voilà. Donc après, effectivement, au cas par cas, c'est quelque chose qui coûterait plus ou moins cher. Donc là, on le voit sur ces exemples énergétiques. Alors après, tu peux aller sur des choses un peu plus radicales. T'as Frédéric Lordon, par exemple, donc économiste et philosophe, qui lui, au moment de la crise des subprimes, il imaginait un truc donc sur la nationalisation des banques. Lui, il disait on fait défaut sur notre dette, donc les banques sont ruinées, donc leurs actions s'écroulent, donc elles valent plus rien, donc on les rachète quand elles valent plus rien. Ouais. Donc tu vois, alors lui, il est vraiment sur des solutions de rupture. Très intéressant, Frédéric Lordon. Voilà. Bon, après, tu peux imaginer aussi, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, dans l'après-guerre, t'as pas mal de nationalisations. T'as des nationalisations sans indemnisation, parce que tu as des industriels qui ont collaboré avec l'occupant nazi. Ouais. Voilà. Alors, donc là, évidemment, on est dans un autre contexte, mais n'empêche que ça serait pas complètement déraisonnable de dire que Total Energy est nationalisé sans indemnité pour préjudice. Enfin, je veux dire, on parle quand même de gens qui sont dont la responsabilité climatique est énorme. Ouais, mais bon, on utilise tous de l'essence. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est toute la... oui, c'est la question de... Eux vont te répondre ça, effectivement. Tu ferais un bon lobbyiste de Total. Non, je rigole. Non, mais effectivement, eux, ils vont te dire il y a une demande, etc. Sauf que oui, effectivement, tu peux aussi inverser le truc en disant il y a une demande parce qu'il y a une offre. Il se trouve qu'il y a une offre qui est bon marché parce que eux forent beaucoup. Il se trouve qu'ils sont sur des projets d'investissement qui sont clairement incompatibles avec les accords de Paris, qui nous disent faut arrêter tout de suite toute nouvelle exploitation. Donc voilà, les deux sont un peu vrais en fait. Hein. Il faut à la fois, en fait, il faut tarir la demande et tarir l'offre. Il faut agir sur les... Mais j'entends, c'est pas de la nécessairement pure spoliation. Ça pourrait se justifier dans certains cas extrêmes ou mais sinon, ce serait pas nécessairement de la pure spoliation. Il se trouve que les capitalistes seront pas d'accord. Maintenant, pour que ça arrive, il faut quand même que les classes moyennes et populaires soient enthousiasmées par le projet. Ça me paraît, étant donné que tu dis qu'il faut le faire parce qu'il y a urgence, c'est un peu la limite de tous les projets décroissants, y compris du tien, même si on parle d'une décroissance que de 10% qui accompagnerait la transition. Je sais pas si les gens ont raison ou tort, mais il se trouve qu'en revanche, ils sont pas très chauds, quoi. Ouais. Alors, t'as raison, hein, plusieurs choses là-dessus. Déjà, moi, j'essaye de concevoir un plan, entre guillemets, qui soit le plus faisable possible, y compris d'un point de vue démocratique. Tout à l'heure, tu sais, je te disais, on sanctuarise la moitié la plus pauvre de la population en termes de revenus. Pourquoi je prends la moitié ? Parce que si la moitié de la population n'y perd pas en termes de revenus, mais ils gagnent en termes de temps libre, parce qu'eux, ils travaillent moins aussi. Tu vois, mettons moins 20% de décroissance, tout le monde travaille 20% de moins, tu baisses le temps de travail. Par contre, par une redistribution des richesses, tu as que les classes moyennes les plus riches dont le revenu baisse. Donc la moitié de la population la plus pauvre travaille moins pour gagner autant. Donc ça, c'est pas mal. Et dans les classes moyennes, on gagne moins, mais on travaille moins. Donc là, suivant les gens,
le cadre en burn-out, qui est sensible au sujet écologique, qui s'intéresse un petit peu, qui a lu un petit peu les rapports du GIEC, lui, il sera peut-être content. Tu vois, il va peut-être dire c'est pour la bonne cause, je travaille moins, je vois un peu plus ma famille et mes potes, c'est cool. Tu vois, sur les plus riches qui font variable d'ajustement, là, ça va être chaud, clairement. Ils sont minoritaires. Donc tu vois, c'est pas incompatible avec la démocratie. Mais il y a un gros filtre entre les deux, entre ce qui serait objectivement bon pour les gens, entre guillemets, et ce que les gens votent. T'as évidemment le système médiatique avec tous ses biais, le système électoral avec tous ses biais, qui fait que même si tu présentes un truc qui, sur le papier, t'as beau dire si, vous y auriez intérêt, ça va évidemment pas être présenté comme ça par Pascal Praud, par exemple, tu le citais, mais même par des gens moins radicaux que lui dans le climato-scepticisme. Donc oui, il va y avoir un souci à ce niveau-là. Et c'est là aussi où il faut savoir reconnaître ses propres limites. C'est là où ce que je propose est aussi une forme de pari. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, t'as le pari des... Mais en fait, chacun est dans une forme de pari. Parce que les gens qui proposent pas de changement systémique, ils sont dans une forme de pari. Ils supposent qu'un système qui n'a produit que des injustices sociales et des destructions écologiques va spontanément produire autre chose. Ah bon? Pourquoi? C'est un pari. Les gens qui sont techno-optimistes sont dans une forme de pari. Ils supposent que la technologie va tout régler, même des technologies qui n'existent pas ou qui sont embryonnaires. C'est une forme de pari. Les gens qui sont que dans la décroissance, ils supposent un niveau d'abnégation dans la réduction de consommation énorme. Rien ne nous garantit ça si on fait que de la décroissance. C'est une forme de pari. Et moi qui rentre pas dans ces différents paris, mais moi je suis sur une autre forme de pari qui est qu'on pourrait changer le système. Ouais, peut-être pas. Il y a plein d'inerties, plein de blocages. Mais ceci dit, dans l'histoire, on a vu plein de changements de système. Et c'est là où il faut pas non plus trop dire le système est verrouillé. Tu penses à quoi comme changement de système dans l'histoire? Moi, je pense que tu vois, tu aurais interrogé un paysan français en 1788. Tu lui aurais dit, vous savez quoi, les gars? En 1792, ce sera la République. Et en 1793, le roi Louis XVI sera guillotiné le 21 janvier. Le mec aurait rigolé, je pense. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que tu aurais interrogé un ouvrier soviétique au milieu des années 80 en lui disant tu sais, l'Union soviétique, dans 10 ans, ça n'existera plus. Il aurait rigolé. Ou il aurait été content, je ne sais pas. Mais tu vois, je veux dire, la chute des systèmes, ça arrive. Les systèmes ne sont pas éternels. Alors des fois, ça se fait à grand bruit, comme dans les exemples que je prends. Des fois, ça se fait à bas bruit. On est passé d'un système d'économie capitaliste assez régulé, assez social, assez orienté par l'État. Ça a fonctionné pendant 30 ou 40 ans. On a reconstruit le pays comme ça. On est passé de ça à un système dérégulé, mondialisé, financiarisé. Pourquoi une telle évolution comme ça n'aurait pas lieu dans l'autre sens? Dans l'autre sens ou vers autre chose, tu vois. Mais donc ça peut se passer à bas bruit. Il y a déjà eu plein d'exemples. Ça peut se passer de manière brutale, et là, ça peut aller très vite. Tu vois, et là, je rejoins aussi sur la question du timing, c'est-à-dire que là, pour le coup, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça se déclenche, tu regardes tout ce qui se passe, tu vois, entre 1789 et 1799. Waouh. Ouais. De même qu'entre la révolution de février 17 et la révolution d'octobre 17, tu vois, en quelques mois, on passe d'une révolution plutôt libérale où on remet en cause le tsarisme à carrément une révolution bolchevique soviétique, tu vois. Donc évidemment, alors, encore une fois, moi c'est absolument pas ça que je souhaite, ni sur la forme ni sur le fond, parce que moi je suis démocrate et je veux pas un système comme l'Union soviétique, loin de là, je l'ai expliqué. Mais tu vois, c'est pour dire que des fois l'histoire peut vraiment s'accélérer très très fort. Et donc des fois il y a des circonstances exceptionnelles aussi, tu vois. À la sortie de la libération, le Conseil national de la résistance met en place des choses, alors, compromis entre gaullistes, socialistes, qui étaient très très puissants à l'époque et très très à gauche par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc entre communistes, socialistes et gaullistes, mais qui avaient une composante sociale quand même. Et t'as des nationalisations, t'as des services publics qui se créent, t'as la protection sociale qui se crée. Alors, parce qu'il y a eu un choc majeur avant, qui est la Deuxième Guerre. Ouais. De même que le néolibéralisme, qu'est-ce qu'il installe? T'as la fin du système monétaire de Bretton Woods, t'as les chocs pétroliers dans les années 70. Donc, tu vois, c'est pas forcément que des guerres, ça peut être des crises. Et là, en ce moment, on vit des crises. Tu vois, donc peut-être que ce truc-là va, de fil en aiguille, amener à minima à une rupture avec le néolibéralisme. Et pourquoi pas, au moins dans certains secteurs, une sortie du capitalisme, au moins de certains pans. En fait, encore une fois, là, les exemples que j'ai pris tout à l'heure, l'énergie, les transports, les télécoms, c'est des choses qui étaient publiques jusqu'à il y a quelques années. Tu vois, donc c'est pas non plus un truc de fou d'imaginer de revenir à ça. Leur nationalisation ne serait pas une rupture avec le capitalisme. Non, ça serait partiel. C'est la première étape. Ouais. C'est la première étape. Et moi, ce que j'imagine, et je l'assume, c'est d'aller tout au bout,
d'avoir une économie où tu n'as t'as un secteur privé constitué d'entreprises démocratiques et un secteur public d'entreprises nationales. Mais ce serait une économie mixte, en fait. On est dans des économies mixtes, on n'est pas dans des économies purement capitalistes, même aujourd'hui. Tout à Aux fait. États-Unis, ils le sont presque, je crois, mais ils n'ont pas beaucoup de secteur public. En tout cas, nous, on en a. Je veux dire, une partie de notre PIB est payée, c'est des fonctionnaires payés par l'État qui n'appartiennent à aucune entreprise capitaliste. Les profs, les médecins, les infirmiers. Ouais, t'as raison de le dire. Effectivement, aujourd'hui, t'as à peu près 20% des emplois, 20% du PIB à peu près, c'est du public. C'est ça. Donc en fait, on pourrait considérer qu'on est dans une économie 20% socialiste, 80% capitaliste. Et après, c'est une question de curseur, en fait. Et du coup, moi, ce qui m'apparaît assez rassurant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que on a des marges de manœuvre pour faire un peu mieux, que ce soit au niveau de la transition et avec les modifications institutionnelles qu'elle demande, c'est-à-dire espérer, faire du lobbying un peu contre le libre-échange. Par exemple, le Mercosur, là, est-ce qu'il va être signé? Bon, apparemment, il va être signé, mais on voit que la population française y est opposée, donc le prochain, ça va être encore plus dur à signer, et peut-être qu'on va réussir à élire des gens, qui sont frontalement contre le libre-échange à tout va. On a vu avec le quoi qu'il en coûte que peut-être on allait pouvoir faire de plus en plus d'investissements publics, et on peut espérer que le goût du jour revienne à certaines nationalisations dans le secteur énergétique sous le motif écologique. Peut-être que ce qui pourrait aider, c'est des chocs climatiques, comme il y a eu les inondations en Espagne, des catastrophes, il faut le dire, mais qui nous réveillent par rapport à le coût de notre inaction. Ouais, alors des chocs climatiques, oui. C'est-à-dire que tu sens bien qu'à chaque fois quand on se prend des vagues de canicule l'été ou des inondations, etc., tu sens que ça commence à cogiter chez de plus en plus de personnes, y compris dans les hautes sphères. Donc oui. Choc énergétique. Enfin, je veux dire, là, ce qui s'est passé dans la foulée de la guerre en Ukraine, ça a conduit à de la sobriété massive, mais alors subie et destructrice. Et donc c'est aussi ça, tu vois, si on s'interdit la décroissance voulue, en fait, on risque d'avoir de la décroissance subie du jour au lendemain. Et alors là, potentiellement, pour le pire. Mais donc effectivement, ça va peut-être faire gamberger en disant, bah tiens, ce serait bien que le coup d'après, on subisse pas autant de dégâts. Pourquoi on a subi autant de dégâts? Parce qu'on est une économie encore vachement dépendante du fossile. Donc quand les quantités d'énergie fossile disponibles ou leur prix, quand les quantités sont pas au rendez-vous, que le prix explose, c'est un problème. Donc peut-être qu'on a envie de sortir des énergies fossiles pour une autre bonne raison que le climat. Le climat, c'est une très très bonne raison, mais il y en a une deuxième, c'est l'indépendance énergétique. Enfin, je veux dire, tu vois, si ton économie tourne au renouvelable, au nucléaire, à la biomasse, t'as des dépendances, toujours, mais beaucoup moins. Là, les 2/3 de notre mix énergétique français, c'est du gaz et du pétrole. On a 2-3 mois de réserve stratégique. Donc en termes de vulnérabilité, vulnérabilité géostratégique, c'est énorme. Tu vois, donc la transition bas carbone, c'est aussi une question de souveraineté énergétique. Et donc là, les crises, donc comme tu dis, il y a les chocs climatiques qui peuvent nous faire tilter sur le fait que oui, il faut se bouger pour le climat, mais tu as les chocs énergétiques ou géostratégiques. Tiens, on commence à se fâcher avec un tel, on se fâche avec Poutine, on n'a plus de gaz russe, pas grave, on va se tourner vers les États-Unis pour avoir du gaz naturel liquéfié américain. Ah tiens, c'est Trump qui arrive au pouvoir. Ah. Et c'est beaucoup plus cher. Voilà, et c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus polluant aussi. Voilà, donc il y a un moment aussi où ces enjeux géostratégiques nous feront aussi réfléchir, j'espère, souveraineté énergétique, souveraineté industrielle, et tout ça, ça converge en fait avec ce qu'il faut faire pour le climat. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à ce panorama des solutions de la décroissance et de la transition, des modifications institutionnelles qu'elles impliqueraient? Écoute, peut-être juste un mot sur le fait que là, on a esquissé les changements de structure économique, mais en fait, je pense qu'il y a aussi des changements de structure démocratique qui doivent accompagner tout ça, parce qu'en fait, moi, je pense qu'il faut remettre l'économie sous le contrôle du politique, et là, on a beaucoup parlé de ça, mais en fait, ça n'a un intérêt que si le politique est lui-même sous le contrôle de la population, et c'est-à-dire si la démocratie est une démocratie réelle. Ça veut dire convenablement informé, donc là, attends, c'est quelque chose. Donc ça pose la question des médias et de l'information. Et ça pose aussi la question des institutions. Le fonctionnement récent de nos institutions pose question, c'est le moins qu'on puisse dire.
sur leur caractère réellement démocratique. Et donc moi, dans mes bouquins, alors pas tellement dans le dernier, mais dans mes bouquins précédents, j'imagine aussi toute une série de modifications des institutions pour aller vers des choses, alors je vais pas détailler parce que c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais pour aller vers des choses comme la proportionnelle, le tirage au sort, le référendum d'initiative citoyenne, une réforme des médias via quelque chose, un modèle de financement. Moi j'imagine en fait sur les médias un modèle de financement inspiré de la sécurité sociale, où les médias en fait ne seraient ni privés ni publics. Tu auras des espèces de caisses de la sécurité sociale que j'appelle des caisses médiatiques, où en gros on se cotise pour avoir une information de qualité. Et ces caisses, alors qu'évidemment doivent être multiples, doivent être non lucratives, doivent être indépendantes, doivent être tout ce qu'on veut. En gros, c'est elles qui financeraient les médias. Et donc, selon à la fois des critères d'audimat, histoire de pas financer quelqu'un qui fait aucune vue ou qui a aucun lecteur, mais à la fois selon des critères discrétionnaires, tu vois, de qualité. Il y aura un combo à trouver entre les deux. Et ça, moi, je pense que ce serait une manière d'avoir vraiment un système médiatique pluriel et indépendant, ce qui paraît être une condition indispensable de la démocratie. Et après, dans les institutions elles-mêmes, moi, j'imagine de remplacer le Sénat par une institution tirée au sort, que j'appelle la Chambre du peuple, qui interagirait avec l'Assemblée nationale qui, elle, resterait élue, pourquoi pas à la proportionnelle. J'imagine aussi des choses comme le mandat contractuel. Donc là, c'est un peu dans la foulée des idées de mandat impératif, où en gros, moi j'imagine que les programmes électoraux soient en fait un contrat que tu passes avec les électeurs et tu es obligé de l'appliquer. Tu vois. Alors après, comment ça s'organise exactement, vaste question, mais tu vois, tu es obligé de l'appliquer, tu ne peux pas. Il est illégal, il devient illégal et inconstitutionnel de trahir ses promesses électorales. Tu vois. Alors ça pose des questions, parce que oui, qu'est-ce qu'on fait en cas de situation exceptionnelle non prévue? Donc bien sûr qu'il faut des exceptions. Voilà. On rentre pas dans le détail, mais donc ça c'est quand même un pan majeur, parce que moi je pense que une transformation de la société, que ça soit la transition bas carbone ou autre chose, ne pourra se faire que si les gens ont voté pour ça, sont d'accord avec ça, sont correctement informés, que si ça vient de la population en fait. Donc, ce qui suppose d'avoir donc des institutions qui reflètent fidèlement l'intérêt général et la vision de la population. Et aujourd'hui, on en est loin. Donc ça veut dire qu'il faut... Et alors c'est là où c'est très compliqué, parce que comment on initialise tout ça? Parce qu'aujourd'hui, le système est comme ça. Il faut essayer d'arriver aux commandes sur un malentendu, tu vois, ou au forceps, malgré cette situation adverse, c'est-à-dire malgré un paysage médiatique hostile, malgré des modes de scrutin pas favorables, etc. Mais c'est pas impossible, tu vois. Le Front populaire, il a réussi à gagner électoralement. Mitterrand a réussi à gagner électoralement. Tu vois, il y a des gens sur une vraie ligne de gauche, ou sur des vraies lignes... Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais ça arrive. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. En Espagne, un peu. Ouais, alors on pourrait en parler, mais effectivement, il y a quand même des exemples, tu vois. Alors, ça va, ça vient, hein, on est d'accord. T'as le meilleur et t'as le pire. T'as un Bolsonaro, puis finalement t'as un Lula qui prend le relais. T'as un Biden et après t'as un Trump. Biden étant pas la gauche radicale, on est bien d'accord. Mais il a fait quand même un certain nombre de choses, tu vois, avec l'Inflation Reduction Act. En tout cas, certainement plus que ce que Trump va faire, c'est pas difficile. Non, mais pour parler effectivement de vrais partis, on va dire, de gauche radicale, ouais, t'as eu le Front et pour rester sur la France, t'as eu le Front populaire, t'as eu Mitterrand. Plus récemment, t'as eu Tsipras en Grèce. Mais alors là, c'est intéressant parce qu'il n'a absolument rien fait pour des raisons de contraintes européennes. Donc là, ça veut bien dire qu'il faut s'extraire des contraintes européennes. Donc voilà. Bon, bref, on pourrait. Il y a eu différents exemples. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même gagner électoralement. On peut quand même gagner électoralement, même dans un système hostile. Mais par contre, la question après, c'est justement comment on réforme le système pour qu'il soit le plus démocratique, le plus pluriel possible, et quelque part, ça pérennise un mode de fonctionnement plus sain. Et ça régulerait aussi les puissances qui sinon auraient évidemment envie de refaire valoir leurs intérêts et de vite destituer celui qui vient de prendre les commandes. Ça me va très bien comme conclusion, parce que ça me permet d'en mettre une petite couche sur Penser c'est chouette. Je me souviens d'un entretien qu'on avait eu avec Marcel Gaucher et qui nous disait qu'il faut avoir en tête qu'on peut pas tout changer dans une démocratie, ça dépend beaucoup des gens. Et donc, un des pouvoirs dont il parle souvent, c'est effectivement le pouvoir des médias. Et donc, voilà, comme toi, comme tu viens de le dire, l'importance des médias pour permettre aux gens ensuite de choisir le plus efficacement possible ceux qui répondent à leurs besoins. L'importance des médias est colossale, et du coup, même par rapport à la transition, pour éviter que, par exemple, les solutions que tu proposes, que ce soit rupture avec le néolibéralisme
pour la décroissance, pour la transition ou rupture avec une partie du capitalisme pour la sobriété, ne soit caricaturé par les médias qui ont pignon sur rue grâce à leurs propriétaires et qui n'ont pas intérêt à ce que ça se passe. et qui n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse. Et donc, je suis assez content parce que du coup, j'ai l'impression qu'on participe et qu'on fait quelque chose d'utile avec Penser c'est chouette, simplement pour faire vivre cet idéal démocratique et permettre aux gens d'accéder aux informations qui ensuite leur permettront de faire des choix un peu plus éclairés que s'ils écoutent notre ami Pascal tous les soirs. Ouais, tout à fait. Et c'est là où tu vois où la rupture systémique, plaider pour une rupture systémique, ça n'empêche pas d'agir ici et maintenant. Tu vois, on peut à la fois se dire, tiens, à quoi ressemblerait un système médiatique idéal débarrassé des puissances d'argent, voilà. Et en même temps, ça n'empêche pas d'agir dès maintenant pour, dans les espaces actuels, faire des médias indépendants de qualité comme ce que tu fais et comme ce que font d'autres. Et ce qui permet peut-être aussi de relier les deux, parce que c'est parce qu'il y a des médias comme ça que ça peut mobiliser les gens pour qu'un jour, ça soit des partis un peu plus progressistes qui prennent les commandes et qui pérennisent un système alternatif. Exactement, et c'est un peu la même conclusion que celle qu'on avait eue avec Cyrus, c'est-à-dire que il n'y a pas de raison de désespérer totalement, et il y a toutes les raisons du monde d'essayer de faire des trucs. Et peu importe, à la limite, qu'on soit techno-optimiste ou décroissant hardcore, tant qu'on fait quelque chose qui va dans ce sens-là, on sera toujours un petit bout de la solution. Ouais, tout à fait. Et je pense que les niveaux d'action ne s'excluent pas. C'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que moi, c'est pas parce que je plaide pour un changement systémique que je vais du coup attendre les bras croisés que ce changement systémique arrive. Je fais tout à ma modeste échelle pour essayer de stimuler la réflexion là-dessus et qu'il advienne. Mais en attendant, dans le cadre des options systémiques proposées, je vote pour les partis qui me paraissent être les plus pertinents, en attendant qu'ils améliorent ce qu'ils proposent. Et puis tant que c'est pas ces partis-là qui arrivent aux commandes, je trouve ça cool quand, dans les maigres marges de manœuvre actuelles, les gouvernements qui n'ont pas tout compris font quand même des trucs qui vont dans le bon sens. Et même quand ils font pas les politiques qui vont dans le bon sens, je trouve ça cool que des citoyens se mobilisent. Et moi, j'essaye de faire ça aussi à ma petite échelle, par des petites actions individuelles. Et en fait, tout est bon à prendre. Et surtout, tout est lié. Parce que les actions individuelles, elles politisent aussi les gens. Elles disent, tiens, pourquoi je peux pas en faire plus au niveau individuel ? Ah, parce qu'il y a un cadre systémique qui va pas dans le bon sens. Tiens, faudra le changer. C'est ça. Et donc, les différents niveaux se rejoignent, en fait. Du coup, faut éviter même de se taper dessus à longueur de temps, parce que c'est complètement contre-productif. En fait, si quelqu'un fait quelque chose, faut plutôt l'encourager, quoi. Ouais, faut plutôt l'encourager. Et là où il pourrait y avoir une limite à ça et où on pourrait basculer dans le contre-productif, c'est dans les gens qui prétendent avoir l'exclusivité de la solution, toi, de dire que, par exemple, réfléchir à des changements politiques ou systémiques serait une perte de temps et que c'est que l'action individuelle qui permet de régler le problème. Non, pas du tout. Et donc là, par contre, si on est là-dedans, on va pas être d'accord. C'est ça, mais du coup, c'est des gens qui tapent sur d'autres personnes et c'est le seul comportement que je dirais contre-productif. Tous les autres qui partent de la bonne volonté d'essayer de diminuer notre empreinte environnementale ou d'améliorer notre système démocratique, que ce soit via la technologie ou via la sobriété maximum, c'est très bien, en fait. Oui. Tout ce qui va dans le bon sens est bon à prendre. Et je pense que, et à ce niveau-là, souvent, le débat sur ces sujets-là est trop conflictuel. Il y a souvent, et je suis d'accord avec Cyrus là-dessus, il y a souvent la recherche de la solution parfaite, et donc il y a des camps, et donc on va pointer uniquement les défauts des solutions des autres, et uniquement les qualités de ces solutions, et on est très content, et ça fait notre identité. Non, moi je pense que il y a plein de choses qui peuvent aller dans le bon sens, aucune de ces solutions n'est parfaite. Par contre, à elles toutes, elles font peut-être un ensemble de solutions qui marchent, mais en fait, c'est ce qui suit. Il faut même se rendre compte que notre préférence pour une solution ou une autre est pas si rationnelle que ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on la défend bec et ongle, alors qu'en fait, on n'a pas choisi totalement d'être qui on est, et du coup, d'avoir une préférence pour une solution ou une autre. Tant qu'on est honnêtement dans de bonne volonté, c'est dommage de taper sur quelqu'un qui a pas nécessairement choisi d'être décroissant. C'est ce qui lui parle à lui. Et il y en a d'autres, il y en a qui sont fans des Hobbits, il y en a qui sont fans de Star Trek. Et de base, ça conditionne énormément nos imaginaires et donc les solutions qui vont plus nous parler. Et on n'est pas des ordinateurs à pouvoir compute toutes les données et à se faire un choix vraiment arrêté et certain. Et donc, on va organiser la paix sur LinkedIn entre tous ces gens qui, moi, je les lis tous avec intérêt. Parfois, je suis d'accord, parfois, je suis pas d'accord. Et je vois qu'ils se tapent dessus en commentaire. Ça me désespère. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut être effectivement ouvert
et humble en même temps, parce qu'on est quand même sur des sujets très complexes, qui bougent très vite, tant du côté des problèmes que des côtés des solutions. Et donc, je pense qu'il faut être humble. Et je pense un bon marqueur de ça, c'est aussi te dire que tu as plusieurs options assez différentes, tu vois, entre les collapsologues, les transitionnistes, les décroissants. Et en fait, tu as des gens très intelligents et très pertinents dans ces différents camps. Donc, ça prouve bien qu'il y a du bon à aller prendre dans tout ça. Donc, effectivement, moi, je serais pour que ce soit un peu moins conflictuel là-dessus, quitte à ce que ce soit par contre plus conflictuel sur certains sujets qui ne le sont pas assez. C'est-à-dire que des fois, on ne remet pas assez en cause les politiques publiques mises en place ou le système politico-économique. Et là, pour le coup, il faut de la conflictualité assumée. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que l'écologie doit être un sujet consensuel, mais il y a des choses où ça devrait être plus consensuel. C'est le politique est par nature conflictuel. Donc, à partir du moment où on parle de politique à mettre en place aujourd'hui, là, c'est normal qu'on soit pas d'accord et qu'on s'affronte. Dans ce cadre-là. Mais pour ce qui est de parler des solutions ou des actions individuelles ou d'une entreprise, là, c'est plus du tout pareil. On n'a pas de pouvoir citoyen. Donc, à la limite, laissons-les faire. On ne peut pas les contrôler. Donc, faites ce qui vous semble bon. Et on s'affrontera quand il s'agira de voter telle ou telle loi. Et là, c'est pas du tout pareil. Là, la politique, c'est justement civiliser le conflit. Et donc, moi, ça serait presque un peu ma conclusion, c'est arrêtons d'opposer la transition et la décroissance, il faut faire les deux. Arrêtons d'opposer les niveaux d'action, il faut tout faire à tous les niveaux. Arrêtons au sein de la transition d'opposer les technologies. C'est bien si on fait à la fois du nucléaire et du renouvelable, c'est bien si on fait de l'électrification et de la biomasse. Donc arrêtons d'opposer tout ça. Par contre, opposer la transition, ce qu'il faut faire pour la transition et le carcan du néolibéralisme, ça, je pense que fatalement, oui, il y a une opposition, de fait. Et donc là, il faut choisir. De même qu'entre la décroissance et le capitalisme, ouais, je pense que c'est incompatible. Et donc là, pour le coup, il y a du clivage. Et qui doit être explicité en tant que tel. Et on verra loi par loi. Le Mercosur, c'est un très bon exemple, par exemple. Voilà, si vous êtes pour ou contre le Mercosur, là, c'est le moment de s'affronter. C'est le moment de sortir les arguments et de montrer ce que vous avez à proposer, quoi. Moi, j'ai trouvé ça parfait comme conclusion. Ça me va aussi. Ça me va aussi. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour tous les invités qui suivent. Ciao.